Bon, bien, bonjour. Une des choses que je veux faire aujourd'hui, c'est évidemment, si j'allais d'une approche très magistrale, j'irais à l'encontre des principes que je veux véhiculer. Donc, il serait peut-être pertinent que dans le cadre de cette conférence, si vous avez une question, arrêtez-moi et c'est le temps de la poser, puis on pourra en discuter un petit peu plus longtemps. Je pense qu'à un moment donné, ça facilite la discussion et c'est apprécié. Alors, c'est avec plaisir d'ailleurs. Je dois admettre que ça fait la 4e fois que je présente de l'APP à l'Université Laval. La première fois que je l'ai présenté, c'était en biologie, avant même qu'on démarre le programme, et par la suite en agronomie, etc. Puis j'ai hâte de voir de l'APP à l'Université Laval aussi, que des gens viennent présenter leur conférence, ce serait apprécié. C'est vrai, je suis biologiste, donc loin d'être formé en pédagogie, je suis plutôt biologiste de terrain, puis par la force des choses, j'ai appris de la pédagogie comme telle. Peut-être qu'on devrait se poser la question, et du moins moi comme biologiste, c'est est-ce que si on parle autre que les humains, est-ce que les animaux aussi enseignent? Alors, un de mes collègues qui est en comportement animal me dit « Ah, écoute, il y a une très bonne revue de la littérature sur le sujet par Carol Hauser. » Ça date, depuis 1992, qui ont posé la question, justement, si les animaux enseignent. Selon vous, vite, est-ce que les animaux enseignent? Vous en êtes convaincus, comme ça, d'un tour de main. Vous ne doutez même pas, là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, essentiellement, je regardais, il y a une revue de littérature qui vient de sortir il y a à peine 1 an, qui a encore une fraction de gens qui considèrent qu'enseigner, c'est particulier à l'humain. C'est impossible que des animaux enseignent. Pour eux, la définition, elle ne peut pas se faire. C'est de l'imitation, c'est pas vrai. Les animaux n'enseignent pas et c'est uniquement une possibilité que l'humain a. Bon. Eux disent, et peut-être qu'il faut se poser la question, comment on définit c'est quoi enseigner? Et leur définition est assez sommaire, mais ils disent qu'un individu qui enseigne, s'il modifie le comportement en présence d'un observateur naïf, et ça à un coup ou sans coup, immédiat pour lui-même. C'est leur définition d'enseigner. Êtes-vous d'accord? C'est une définition très opérationnelle. Est-ce que l'enseignant dans nos milieux scolaires comme universitaires répond à cette norme? Vous ne semblez pas convaincu. OK. Alors, eux, en recensant la littérature, s'aperçoivent essentiellement qu'on retrouve souvent le guépard et le chat domestique sont des bons exemples qu'on reconnaît qu'il y a de l'enseignement. Vous savez toujours l'exemple typique que la femelle va chercher une proie, ramène ça aux petits, les petits apprennent à manipuler la proie et ils peuvent la tuer par la suite. Pour eux, ça, c'est une forme d'enseignement, c'est un apprentissage par projet. Ou apprentissage par proie, ça dépend si vous êtes dans le domaine de la biologie ou pas. Mais essentiellement, eux, ça, c'est l'exemple le plus typique. L'autre, c'est le chimpanzé, où on reconnaît dans certains cas, essentiellement, que le chimpanzé va enseigner à un autre comment manipuler une noix et de façon à briser cette noix pour aller chercher de la nourriture. Si on pense dans le règne animal qu'enseigner un oiseau qui regarde ou qui imite un autre, ce n'est pas de l'enseignement nécessairement qui se fait, c'est de l'imitation. Alors, ils ont vraiment réduit le champ comme tel chez les animaux dans la possibilité de définir ce qu'est l'enseignement. Dans une revue, il y a quelques années, en 2006, ces 2 auteurs-là rapportent qu'il y a de l'enseignement chez les fourmis. Essentiellement, eux, ils disent que c'était une des premières démonstrations d'un enseignement réel. C'est-à-dire que les fourmis utilisent une technique qui est connue sur la course de tandem running, et c'est le maître qui dirige l'autre fourmi vers le nid ou la source de nourriture. Et il y a des signaux entre les 2 insectes qui, essentiellement, permettent l'échange de progresser et d'avancer. Alors, pour eux, ils disent que les fourmis enseignent dans le sens ou la définition telle que décrite. Essentiellement, ce qui arrive, c'est que la fourmi maître bouge en avant et attend que la fourmi élève lui signale d'avancer dans le processus. Et une fois que la fourmi élève a reconnu l'endroit, essentiellement, elle tape sur les pattes arrière du maître
pour pouvoir progresser et recenser justement le lieu où il se dirige. L'étude démontre ou dit que si l'insecte connaît le chemin, le maître devrait le faire peut-être environ 7 secondes. Si il fait la démonstration avec un élève, on devrait retrouver le nid peut-être autour de 11 secondes. Et si l'élève le fait sans connaissance, ça y prendrait 15 secondes. Donc, il réduit son temps, puis il y a un coût évidemment associé. Il y a même un article récent de la part des mêmes auteurs où ils disent que l'insecte maître, s'il voit que l'insecte fourmi élève prend trop de temps, il va l'abandonner dans la course du processus. C'est-à-dire que s'il voit que c'est un appreneur trop lent, il l'abandonne. Par contre, l'abandon va être moins fréquent si c'est plus avancé dans le processus. Plus loin dans le processus, plus proche du nid, le maître est prêt à faire un effort supplémentaire d'attendre la fourmi élève pour l'indiquer d'avancer. Alors, ils disent qu'il y a de l'évaluation de la part des fourmis. Alors, tout le monde est laissé à une forme d'interprétation. Le deuxième point que je voulais faire, et on rapporte possiblement que c'est de l'enseignement, c'est les fameuses abeilles qu'on voit qui revient d'un lieu et qui va faire une danse à l'intérieur de la ruche et qui informe les autres ouvrières à savoir qu'il y aurait une source de nourriture à tel endroit, puis c'est une danse. Alors, la question, c'est de savoir, pour vous, si vous êtes essentiellement l'abeille qui rentre dans sa classe, qui fait sa danse de communication, qui ressort de la classe, ou une fourmi qui attend que l'élève vous dise « Oui, vous pouvez avancer à l'autre étape, je suis prêt à vous écouter. » On est peut-être un peu des deux. Mais la question, c'est de savoir si vous êtes une abeille ou une fourmi dans vos classes. Est-ce qu'il y a un problème dans l'enseignement supérieur? Vous me diriez? Plus que un. OK. Est-ce qu'il y en a qui disent qu'il n'y en a pas? Vous êtes vraiment sage. C'était tranquille au début de la semaine ici. Alors, c'est quoi notre perception face à l'enseignement? Je pense que ça résume bien, c'est j'ai montré à siffler à mon ami Stripe, mais je ne l'entends pas siffler. J'ai dit que je lui ai montré, je n'ai pas dit qu'il l'avait appris. C'est une perception qu'on pourra avoir, ça fait sourire. Mais on peut se poser la question aussi à savoir comment les étudiants font face à leur apprentissage. C'est aussi inquiétant. Philomène s'assoit sur son banc de classe et dit « Je suis prête, gavez-moi de connaissances. » Donc, dans l'attente, de façon très passive. On revient sur l'aspect problématique. Je pense que si je regarde la problématique par rapport au programme qu'on reconnaît, et ça dans tout programme confondu, est-ce qu'ils répondent à nos objectifs de formation? Évidemment, nos enseignants, et c'est nous, j'ai mis inclus, l'accent est mis sur la transmission de connaissances. Et évidemment, il faut reconnaître que les étudiants ont aussi changé depuis le temps. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus hétérogènes. On dit qu'ils sont nomades et dilettantes. Conception du besoin, plus d'influence cognitiviste ou construction du processus. Fait qu'on se retrouve avec des étudiants qui ont changé. Ce n'est plus les étudiants d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans. On remarque des gros changements par rapport à leurs besoins et leurs attentes. L'autre aspect qui est pour les sciences, et ça me dérange peut-être un petit peu plus, c'est que puis même dans tout domaine, il y a une augmentation de la connaissance. Il y a une diversité des champs qui se sont appliqués avec le temps. Puis il faut être réaliste. Les étudiants n'en apprennent qu'une fraction, même si la quantité de connaissances augmente. Et on est confronté à l'idée que les enseignants devraient un peu restreindre l'information. Mais ce qui est peut-être encore plus dérangeant, c'est que pour l'enseignement des sciences, dans certains cas, il s'agit, dans sa forme actuelle, c'est une compilation de faits. Et c'est sûr qu'on dit qu'en science, il y a beaucoup de mémorisation, mais si j'enseigne qu'à compiler des faits, c'est normal que ça entend vers ce volet-là. Et par contre, enseigner les sciences, ça devrait de développer le raisonnement scientifique et promouvoir aux étudiants une habileté de raisonner, de critiquer et d'auto-apprendre. Et je pense que ça devient clé dans notre société d'aujourd'hui. C'est surtout l'auto-apprentissage. Début du périple, on disait 10 ans, à vrai dire, avant d'entrer, je me suis aperçu que ça fait depuis 88 que je joue avec ces concepts. Et la raison, elle est fort simple. Je suis arrivé à l'UQAM en 86. J'étais professeur, on dit substitut à l'époque, et je me suis retrouvé à enseigner le même cours 8 fois sur les 2 années. Toujours le même. Au point qu'on devient presque confondu à savoir si je l'ai dit, je ne l'ai pas dit, je ne m'en souviens plus. Et en 88, il y avait une idée justement de la doyenne de l'époque
nous dit, écoutez, on vient de réfléchir sur l'enseignement du premier cycle. Seriez-vous prêt à repenser votre programme de baccalauréat en biologie? Puis moi, je me suis dit, bon, ça fait 2 ans, je pourrais être le perroquet pour les 30 prochaines années. Ça va être difficile. Alors, j'ai été enthousiaste à embarquer dans ce processus-là. Et il y a un comité de travail qui se voulait de revoir le programme de biologie. Ça ici, ça fait référence à comment elle nous a atteints, c'est-à-dire qu'elle nous a amenés souper dans un très bon restaurant. Et je l'admets, on a consommé beaucoup de vin ce soir-là, et on a tous dit oui. Puis là, je veux dire, j'étais une abeille, là. On a dit oui, et le lendemain, on s'est réveillé en disant, dans quoi on s'embarque, là? Et dans le fond, ce que je vais partager avec vous, c'est peut-être le périple de ce qui est arrivé suite à ce souper mémorable. Il semblerait que dans les annales, peut-être c'est pas à cause du déficit de l'UQAM dans le moment, mais ça aurait pu l'être en 88, j'imagine. Je vais vous donner un peu un périple qui représente le changement, dans lequel moi je me suis impliqué et aussi de mes collègues se sont impliqués. Et vers le changement, il y a une série de questions par rapport à ça. C'est, moi je pense que si je change, ça va être mieux. Les étudiants vont apprendre plus. Ils devraient savoir l'information suivante. Pourquoi ils devraient apprendre ça? Et qu'est-ce que je fais? Celle-ci, elle est comme clé. Parce que beaucoup de mes collègues, aussitôt qu'on leur dit on va changer, pour eux, changer, c'était de dire on va apprendre plus. Ils vont en apprendre plus. Comme si l'être humain est en mesure d'en apprendre plus juste parce que j'ai changé ma méthode pédagogique. On va s'entendre. Il n'y a pas de miracle nulle part. Il y a une petite question aussi qu'il faut se poser parce que je rentre dans un processus de changement. Alors, si je regarde les règles du changement, c'est que tout changement est accepté par les acteurs concernés dans la mesure où ils pensent qu'il peut gagner quelque chose, l'application dans le cadre de l'application du changement, et évidemment de ne pas perdre. C'est comme clé. Changer de pédagogie, c'est dire qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais perdre. Ça peut paraître bizarre de vous le dire, mais c'est ce que vous seriez prêt à vivre si on vous disait de changer une pédagogie. Et peu importe que ce soit en APP, par projet ou tout autre, il y a quelque chose que vous allez vous positionner. Et évidemment, on se sent toujours inconfortable si en partie on ne comprend pas ce qu'on fait. Et évidemment, il faut avoir son univers de référence. Je prends l'exemple suivant. Si on vous demande de faire de la plomberie chez vous, il y en a que ce n'est pas un problème, ils ont un schème de référence, savent souder, sont capables de couper de la cope. Quelqu'un qui dit de la plomberie, là, c'est trop. C'est impossible. Je ne changerai rien dans ma plomberie chez nous. Au niveau des référents qu'ils ont, c'est que pour eux, c'est impossible de changer car ils n'ont pas les compétences voulues pour le faire. Et c'est pour ça que c'est important. Dans le cas pour nous en biologie, c'est évidemment, ce qui est important aussi, c'est que le travail du comité qui visait ce changement était sanctionné autant par le département que par l'administration. C'est un point important, c'est-à-dire que si un changement est à survenir, puis c'est juste un groupe qui le veut, puis l'autre groupe ne le veut pas, c'est presque impossible. Ça prend une volonté des deux. Et dans notre cas, c'était l'administration qui le demandait, et on avait une volonté de la base qui était intéressée. Bien, évidemment, après plusieurs mois, un comité, ça développe. Puis on développait un diplômé idéal. Puis pour nous, on s'attardait aux choses du savoir-faire, mais dans le fond, on arrivait presque à un bac à 300 crédits. Parce que mettez 6 individus, chacun de champs différents, et il faut en voir de la matière pour arriver à plaire ces 6 personnes-là. Et dans le fond, on allait de l'écologie à la biologie moléculaire, et on avait un programme de 10 ans, là. C'est sûr que l'administration, voyant notre désarroi, font venir les consultants. Ils sont vraiment habiles, ces gens-là. Moi, j'ai trop fort parce qu'ils disent toujours « beau travail, c'est bon ». Mais il y aurait quelque chose. Et il y avait justement un petit quelque chose, c'est qu'elle s'est dit, ou elle nous a dit à ce moment-là, « Que fait vos diplômés? » Ben, peut-être qu'on pourrait penser que ces gens-là, au niveau de leur formation, ils peuvent aller en recherche, en communication, en enseignement secondaire, c'est parce qu'il est décalé, la recherche au gouvernement, en communication, etc. On s'est aperçu que le diplômé, c'est variable. Son champ d'expertise qu'on lui donne, et là, je suis méchant. Mettez des profs ensemble à construire un programme, l'idéal pour eux, spécialement dans un domaine fondamental comme nous, c'est de devenir professeur d'université.
Ça, c'est l'idéal. Ça, cette personne-là a réussi sa carrière. Et quand on y pense, on construit nos programmes pour l'étudiant, mais un reflet de nous qui nous a amenés jusqu'à cette profession-là, d'être professeur à l'université. Vous savez comme moi, professeur à l'université, c'est à peu près quoi? 1% de la cohorte? Et on façonne le programme pour les 1% de la cohorte? Et ça pose question quand on se met à réfléchir dans ce volet-là. Mais ça s'arrête là. Les profs n'ont pas changé d'avis, continuent toujours dans leur processus. Mais si on s'y arrête vraiment et on considère la panoplie de possibilités ou d'objectifs qu'on pourrait faire, ça devient gênant dans le sens de la matière qu'on donne. Alors, la deuxième question est, quelles sont les compétences visées? Bien, pour nous, on parle de maîtrise de la méthode scientifique, plans expérimentaux, maîtrise des langues, raisonnement scientifique, recherche d'informations, utilisation d'outils et d'instruments, prise de décision. Évidemment, c'est des critères de compétences que tout diplômé devrait posséder à la fin de sa formation. Elle nous a demandé à ce moment-là, êtes-vous capable de traduire tous les objectifs de formation? Autonomie, responsabilité scientifique, développement personnel et acquisition de connaissances. Vous regardez cette liste-là, et si vous allez sur Internet, vous pourriez taper Graduate Attributes. Graduate Attributes, c'est surtout dans les universités australiennes où on fait ressortir les objectifs de formation. En gros, c'est le plan qu'ils veulent véhiculer sur tout diplômé de l'université qui devrait être produit. Peu importe la discipline dans laquelle on parle, on veut des gens qui sont autonomes, on veut des gens qui ont une responsabilité, c'est clé. Mais on doit se poser la question, comment on développe ces habiletés dans le cadre de nos activités pédagogiques? Et ça, c'est la question qu'on s'est faite, qu'on a été confronté, parce qu'à ce moment-là, est-ce qu'on devrait changer nos approches pédagogiques pour arriver à développer ces habiletés-là, ou ces compétences de façon générale? Là, on a eu une forme de crash course en pédagogie. Ça a duré un avant-midi. C'est habituellement le temps qu'on consacre comme universitaire à la pédagogie. Et on se fait dire, « Ah, vous savez, il y a le modèle de l'empreinte, écouter, redire. Ah, vous savez, il y a le modèle du conditionnement, ça, c'est effectuer et reproduire. Et là, il y a du constructivisme interactif. Un peu, là, les deux ont l'air plus faciles. Non, il y a le 3 aussi qu'on peut considérer. Et percevoir et comprendre. Et ça va répondre peut-être un petit peu plus aux objectifs que vous visez. Alors, à ce moment-là, ce qui a attiré notre attention, et je le marque ici en bas, c'est l'apprentissage par problème. Pourquoi? Parce que par rapport à notre approche traditionnelle, on parle ici acquisition de connaissances un peu plus large que juste la transmission de connaissances. On parle de l'intégration des disciplines allant de la théorie à l'application et vice-versa. Il y a un processus centré sur l'apprentissage autonome de l'étudiant et on parle contenu processus d'apprentissage. Absolument, quand on parle, nous, on va s'en tenir à contenu. Là, ici, il faut inclure le terme processus d'apprentissage. Qu'est-ce que ça reflète? L'APP, qui était à l'époque, et on s'en place dans les années, fin des années 80, début 90, Sherbrooke avait implanté leur programme de médecine à ce moment-là en apprentissage par problème, mais l'APP revient à McMaster dans les années 70 en médecine et aussi à Maastricht en Hollande à ce moment-là qui partait le processus d'apprentissage par problème. C'est sûr qu'on a confronté différents modèles, soit l'enseignement à distance, cours magistraux. Tous ces modèles-là, on peut les privilégier et dans mon esprit, c'est clair. Mais chacun de ces modèles représente à développer des aptitudes ou des compétences différentes qu'on peut considérer. Alors, l'APP par rapport à un modèle plus traditionnel, et c'est simplifié, c'est Woods, une personne de McMaster, dit essentiellement que dans notre approche plus traditionnelle, il y a un début avec l'information, on apprend puis on fait une résolution. C'est linéaire comme processus. Dans le modèle de l'APP, il y a un problème ou une situation qui est présentée à l'étudiant. L'étudiant doit à ce moment-là identifier l'information qu'il sait et qu'il ne sait pas. Il va essayer de la comprendre. Il peut aller chercher l'information, il va essayer de l'appliquer et il revient au problème. Woods argumente que c'est plus circulaire comme approche que si je regarde la méthode traditionnelle. Si moi je regarde les étapes de l'APP, qui est familier avec l'apprentissage par problème? Donc, vous êtes tous une personne, le reste, vous êtes novices par rapport à ça.
L'apprentissage par problème, et ça c'est important, ça se déroule vraiment en 3 blocs. Quand je regarde les étudiants, j'ai un groupe d'étudiants d'environ de 8 à 12. On a même des universités qui en font plus. Où essentiellement, le premier objectif des avoirs face au problème qui leur est présenté, le groupe, avec le professeur tuteur, c'est qu'ils tombent sur 4 étapes. Ça peut varier. Mais la première chose que les étudiants doivent faire, c'est de clarifier les termes qui sont présents dans la lecture du problème. Dans le fond, ce qu'on fait, là, c'est du vocabulaire. Deuxième étape, c'est d'arriver à définir le problème ou la situation telle qu'elle. Et là, on demande aux étudiants de formuler des hypothèses d'explication du phénomène. On en accepte et on en rejette des hypothèses, dans le sens qu'il y en a des bonnes et des moins bonnes. On fait le tri. Et une fois qu'on a fait le tri, de ceux qui sont les plus pertinentes, et ça, c'est toujours guidé par le tuteur, en groupe, à ce moment-là, on fixe des objectifs d'apprentissage. Ces objectifs d'apprentissage, essentiellement, les étudiants disent « Ah, tiens, sur tel phénomène, on devrait aller lire sur tel volet, on devrait aller comprendre sur tel volet », et le tuteur sanctionne jusqu'à un certain point. Faites-vous pas prendre. Tous les objectifs d'apprentissage sont écrits avant. C'est-à-dire que nous, quand on écrit le problème, on sait quel objectif d'apprentissage ces étudiants visent. On ne cite pas quelle hypothèse ils pourraient produire, mais tous les objectifs d'apprentissage qu'on sait, c'est ceux-là qui sont visés. Alors, le tuteur doit les amener et les guider. C'est donner de la liberté, puis être excessivement contrôlant dans un même temps. Ils partent à ce moment-là avec une série d'objectifs d'apprentissage, et nous, nos étudiants, et règle générale, partent individuellement avec tous les objectifs. Ils ne se séparent pas le travail. Au retour, on fait une mise en commun. Et là, il y a une période qui peut aller, par exemple, du lundi, cette étape-ci, à se revoir le jeudi. Et on s'attend, vous allez voir dans notre structure du modèle, et ça ressemble à Sherbrooke, on s'attend à environ 10 à 15 heures de lecture personnelle par l'étudiant pour arriver à comprendre le problème et, évidemment, lire et couvrir les objectifs d'apprentissage. Ils font une synthèse et une évaluation, c'est-à-dire c'est une mise en commun de l'information. Et là, le tuteur-professeur, son travail, c'est évidemment de valider et de s'assurer que la matière a été comprise. Ça veut dire que le prof doit aussi avoir fait les lectures. Parce que si Tremblay dit telle chose, puis le prof fait ça, c'est peut-être pas ça que Tremblay a dit, il faudrait qu'il sache lui-même avant de s'aventurer. Alors, ça demande beaucoup d'écoute. Et évidemment, l'enseignant ne parle pas autant que je fais là aujourd'hui. Pourquoi ça plaît pour les scientifiques? Bien, nous, on a fait un contraste par rapport à la méthode scientifique et l'APP. Si je regarde avec une situation réelle, j'ai des observations, j'ai de l'information, des questions sur un problème, je pose des hypothèses, je fais un arbre d'hypothèses, je propose des hypothèses par rapport à l'APP. Je fais un protocole expérimental, j'établis mes objectifs d'apprentissage. Je fais ma collecte de données, ce qui est le travail individuel, les lectures, et je valide mes hypothèses. Dans les deux cas, j'accepte ou je rejette les hypothèses qui ont été formulées. Ce que ça développe chez l'étudiant, parce que nos étudiants vont couvrir près de 120 problèmes sur les 3 ans, c'est un réflexe. Aussitôt qu'ils ont une nouvelle situation, premier réflexe qu'ils ont à faire, c'est de dire qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je ne sais pas, qu'est-ce que je dois aller chercher, où dois-je aller le chercher pour enfin d'y répondre et de compléter l'information. Pensez-y, c'est une maîtrise, là. À chaque petit problème, c'est une démarche de la maîtrise qu'on fait sur les 2 ans, ou le doctorat. Ça développe cette habileté-là et c'est une compétence qui est fort intéressante. Je me souviendrai, il y a un de mes étudiants dans la première cohorte qui est arrivé, il me dit « Yves, j'ai abandonné la bio. » C'est correct. D'ailleurs, je n'ai vu plus, il y en a pas mal plus qui ont abandonné la bio, mais en tout cas, on pourra en parler plus tard. Il me dit « Je suis antiquaire. » Ah! Mais il dit « Je suis tellement content de ma formation, là. » Je dis « Ah oui? » Mais il dit « Regarde, j'ai une nouvelle pièce, j'identifie, je l'analyse, je vais chercher l'information, puis après ça, je lui donne un prix, une valeur, et je progresse. » Récemment, je n'ai rencontré d'autres, l'un qui est en informatique. Pour lui, la démarche lui reste. C'est une démarche qui lui permet d'arriver, de confronter toute nouvelle situation sans être embarrassé, en disant « je ne l'ai pas vu à l'université, donc je ne peux pas le savoir ». C'est pas ça que je veux développer comme réflexe. C'est de dire « j'ai développé des habiletés d'aller chercher de l'information. Ça, c'est ma formation universitaire.
je pourrais être très large en disant, est-ce que le contenu a vraiment quelque chose à faire? Oui. Mais à la rigueur, si j'ai développé ces habiletés-là, je le rends beaucoup plus gagnant que de dire, bien, il y a eu 90 dans un examen d'anatomie végétale, par exemple. Je n'ai rien contre l'anatomie végétale. Là. Bon, prosite. Là, je vous laisse travailler un peu. C'est-à-dire, un prosite, pour nous, c'est problème-situation. C'est un texte, et quand je vous dis problème, c'est exactement le type de problème qu'on donne aux étudiants en première année. Il y a des mots en rouge, évidemment, le texte est souligné, là. Ce n'est pas le cas pour les étudiants. Fait que je vous laisse lire, je vous donne quelques minutes à lire ce problème. Ça va? Première étape, si vous en souvenez, on disait qu'on clarifiait des termes. Donc, pour nous, les étudiants doivent clarifier les termes de taxonomiste, herbier, espèce, phénotype, adaptation. Et à la rigueur, comment on fait pour clarifier des termes? C'est qu'on pourra avoir un dictionnaire sur la table et l'étudiant le consulte pour soit un dictionnaire spécialisé en sciences ou un en français, parce qu'il y a des nouveaux mots pour eux qu'on pourrait insérer à l'intérieur du problème. Dans la lecture, on voit, est-ce qu'il y en a qui pourraient me dire à peu près où s'oriente ce problème-là? Qu'est-ce que vous pensez seraient des objectifs d'apprentissage? Ne soyez pas gênés, là, il n'y a pas de notes, vous ne serez pas évalué, pas de problème. La définition de l'espèce? Différentes d'espèces, oui. Y a-t-il d'autres choses qu'on voit là-dedans? Phénomène de mutation. Oh oui. Morphologie des plantes, diversité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui contraste mutation, adaptation? Un phénomène qu'on pourrait parler plus général? De l'évolution, on parle de sélection naturelle. Le problème est orienté vers de la sélection naturelle pour voir justement, et les étudiants vont proposer des hypothèses. Est-ce que la sélection naturelle, c'est un phénomène de variables qui sont présents dans l'environnement, c'est une mutation, et c'est comme ça qu'on les amène à réfléchir. Le problème en soi n'a pas de solution. Et ça, c'est ça la différence qu'il faut faire avec, quand on parle d'apprentissage par problème, il ne s'agit pas d'arriver à construire des problèmes qui mènent à des solutions. C'est essentiellement des situations d'apprentissage qui nous amèneraient à postuler essentiellement des explications du phénomène et évidemment à susciter de l'intérêt de la part de l'étudiant à dire « Ah ben oui, c'est ça, j'ai déjà vu ça, il me manque ça comme information. » Alors, c'est clair que pour nous, l'ensemble de nos problèmes, nous, on ne s'oriente pas vers de la résolution de problèmes, mais plutôt un apprentissage, beaucoup plus intuitif. Alors, on est en phase 2. C'est-à-dire qu'on a fait toute cette réflexion-là, le comité de travail, qui vient à accepter le fait qu'on pourrait faire de l'APP. Et je vous ai dit qu'on commençait en 88. Le comité de travail a fait ce fameux bac à 300 crédits qu'on s'est fait couper assez vite, merci. On arrive, on dit, bon, on choisit une méthode pédagogique. Et là, on passe au changement, procéder au changement. On a accepté le fait que l'APP pourrait être une méthode de fonctionnement. Donner une idée, là, on est en 92. Fait que ça a pris du temps avant de faire cheminer le processus, parce qu'avant même d'arriver à accepter, on a fait venir des profs du programme à Sherbrooke qui donnaient de la formation pour leur faire voir justement l'idée de ce qui était de l'APP. Parce que c'est facile de dire, hey, on change en APP. Moi, je n'ai jamais fait, mais c'est pas grave, on va changer en APP. Non, il a fallu au moins convaincre les gens et les sensibiliser à. Fait qu'on change. La question, c'est, il arrive quoi à mon cours, là? Un peu, le curriculum n'est pas monté dans un mode APP. Est-ce que les autres sont intéressés? Hey, est-ce que les étudiants vont en apprendre assez?
cette peur d'information. D'ailleurs, les gens de Sherbrooke appelaient ça de la couverturite, c'est-à-dire qu'on a une peur que l'étudiant n'apprenne pas assez. Et ce n'est pas apprendre, je devrais dire, qu'il ne m'a pas entendu dire tant d'informations, parce qu'il y a une différence entre apprendre et ce que j'ai dit. Pourquoi apprendre des nouvelles habiletés? Questionnement qui arrive. Puis là, évidemment, c'est la panique parce qu'on sent probablement que ça ne fonctionnera pas. Et dans le fond, on était dans une position où on avait très peur. Je reviens avec les questions des valeurs du changement. Regardez ce que ça représente. C'est quoi l'impact du changement? Et autre que la méthode pédagogique dans la conduite du changement, c'est tout intervenant devrait répondre à des questions suivantes. Quelles sont les menaces face à ce changement? Pour moi-même, pour le département, pour l'université, et quels sont les bénéfices et quelles sont les pertes au changement? Et dans une conduite de changement, parce que c'est ce qu'on a fait, on ne l'a peut-être pas assez mesuré, parce qu'on pouvait sentir des bénéfices, mais on sentait qu'on perdait beaucoup. Tu perds ton cours. Pour un prof qui a travaillé pendant 20 ans à l'université, de lui dire que ce cours-là n'existera plus, il est convaincu que le programme s'en va vers une faute grave. Parce que cette diapo-là, qui peut paraître simpliste, c'est presque 3 ans de travail. Là. Ce qu'on doit faire, et si je vous disais à réfléchir à l'intérieur de vos programmes, choisir les thèmes et les objectifs d'apprentissage. Après un certain temps, qu'est-ce qui s'est fait dans un programme qui date de 20, 30? Il y a des cours qui sont là parce qu'un tel donnait ce cours-là. Il est parti à sa retraite, mais on va le donner encore parce qu'il est dans le programme. On n'est pas intéressé à le changer. Qui serait prêt à remplacer tel cours? J'exagère un peu dans le processus, mais est-ce qu'on a fait une réflexion en profondeur? Quels sont les objectifs d'apprentissage clés que je devrais avoir pour le biologiste ou pour un forestier ou pour un chimiste ou pour toute autre personne dans un domaine? Il faut se poser la question, et ces questions-là sont pas faciles à y répondre parce que ce n'est pas ce que moi j'ai vu. C'est qu'est-ce que l'étudiant aura besoin dans 5 ans. Nous, on travaille toujours avec notre pensée et on l'implante dans nos enseignements. Mais quand je construis tout un programme, est-ce que j'ai fait la réflexion de ce que le programme devrait être dans 5 ans et dans 10 ans pour répondre aux besoins de cet étudiant formé dans mon programme? Je devrais établir aussi une séquence logique des apprentissages. Est-ce qu'on se pose la question, pourquoi il voit telle chose en 3e année plutôt qu'en première? On le fait. Ça, c'est un cours plus senior, puis ça a besoin des préalables. Autre le fait d'avoir des préalables. Y a-t-il une séquence logique dans les apprentissages qu'on veut développer dans le processus? Le poids et l'importance des sujets. Une de mes collègues qui enseignait morphologie végétale, on lui dit, écoute, tu ne pourras plus enseigner ce cours-là, il va falloir que tu le regardes autrement. Il faudrait que tu considères le fait que tu en donnes peut-être 1/5 du cours. Oh, t'es malade? Non, 1/5 du cours. Il est revenu en me disant, et c'est vrai que je remplissais mon temps dans mon 45 heures. Il y a des choses qui sont pertinentes, mais est-ce qu'ils sont pertinentes maintenant, ou ils l'ont peut-être été, est-ce qu'ils le seront pour demain? Alors, tout ça, cette importance et le poids des sujets, et évidemment, on passe d'une stratégie de cours vers des problèmes. Ce n'est plus des cours magistraux que je m'en viens présenter. Ce sont des problèmes, et je dois refaire ou restructurer l'unité ou la direction du programme. Puis évidemment, dans un milieu universitaire, c'est qu'il faut vraiment considérer la vue de tous. Ce que vous pouvez vous dire, imaginez les assemblées départementales houleuses qui ont pu avoir lieu. D'ailleurs, le comité de lequel je faisais partie, on se référait à nous comme le comité de la Gestapo. Fait que la perspective de changer et de ruiner ce qui était là, c'était évident pour eux. Alors, qu'est-ce que ça demandait à repenser? Si je demande aux étudiants de faire 10 à 15 heures de travail personnel, je ne suis pas pour flanquer 5 cours en structure, ça veut dire 5 fois 15, ça ferait 75 heures. C'est malade là, comme structure. Il faut tout repenser, dans le fond, la dynamique de la semaine. Selon vous, faites penser, là, 2 minutes, combien d'heures l'étudiant moyen à temps plein consacre dans son ensemble à ses études? Ben, vous faites le décompte. C'est-à-dire, dans tous vos programmes, vous le savez, il y a 5 cours, il y a des labs, il y a du travail personnel. Vous êtes tous des enseignants, évidemment, d'expérience, vous savez déjà tout ça. Combien d'heures vous pensez que l'étudiant moyen consacre, l'étudiant de premier cycle? Non, consacre.
Oui, théoriquement, il devrait au moins en faire 75, 75, comme toute prof d'université fait. C'est sûr, là, j'entends bien. Mais combien selon vous? Pas plus fou qu'un autre, 30, 35 heures par semaine, plus leur petit job à 15 heures semaine pour faire du cash. On va s'entendre. On vit dans un autre monde à penser qu'ils vont consacrer. C'est ceux qui font faire 50, 60 heures quand ils ont des examens à faire. Mais règle générale, calculez le temps, vous faites un décompte, et c'est une des choses qu'on s'est mis à faire, à dire, il faudrait au moins établir combien d'heures un étudiant temps plein dans le programme. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont me dire, ah oui, mais notre programme, là, c'est au moins 70 heures semaine. Et qui c'est qui est capable de tenir la run à 70 heures semaine, 15 semaines d'affilée? C'est dur. Pas facile. Alors, à ce moment-là, il faut repenser. Si je fais du temps que je consacre pour eux à leur lecture personnelle, moi, ma semaine, c'est 2 fois des tutorats de 3 heures, une journée de labo de 6 heures, un tutorat de 3 heures, et si le cas, une conférence, et elle est optionnelle, des fois oui, des fois non, dans la semaine. Ce qui veut dire que l'étudiant temps plein chez nous fait 6 heures d'heures contact avec les tuteurs, 6 heures de laboratoire. Je dis qu'il faisait 2 problèmes par semaine. Donc, nos attentes, c'est qu'il fasse au moins 20 heures ou 25 heures de lecture personnelle. Ce qui comptabilise autour de 35 heures. 12, plus le 20, 32. S'il y a conférence, 33, 35, ils arrivent. Parce que si je m'attends à ce qu'ils fassent du travail personnel, il faut qu'ils regardent l'horaire en disant, je leur donne du temps aussi pour le faire. Mais les étudiants, au début, quand ils arrivaient et ils regardaient l'horaire, ils disaient, « Hey, wow, je pourrais travailler 30 heures semaine, j'aurais ça. » Et au début, c'est bizarre, ils le faisaient et ils échouaient. Jusqu'à temps que les étudiants, plus tard, leur disaient aux jeunes, « Non, non, prends pas plus que 15 heures par semaine, tu n'arriveras pas. » Non, non. Et comme le fait, le premier semestre, c'est une adaptation. Parce que pourquoi? Parce que s'ils ne font pas la lecture, quand ils viennent au tutorat, ils se font regarder par les autres étudiants en disant, « Écoute, on ne veut pas que tu surfes avec nous, là. Il faudrait peut-être que tu fasses ta part de gâteau comme tel, ta part des choses. » Et aussi, on a décidé de faire des laboratoires d'une journée toujours sur la même thématique. Là, on est passé de laboratoire, et je pense que vous avez la même chose, des laboratoires de 3 heures, ce qui est un bloc horaire de 2 à 3. Nous, c'est ce qu'on avait aussi avant dans l'ancien système. Puis j'aime raconter cette histoire-là parce que quand on l'a implanté, on avait une journée de laboratoire complète. C'est soit le mardi, soit le mercredi, dépendant des horaires. Et les étudiants viennent me voir en première année, puis ils me disent, Yves, nous autres, là, un laboratoire toute la journée, là, c'est trop. Comment ça, c'est trop? Ben, tu sais, avant, là, on a appris que c'était 3 heures, soit l'avant-midi, soit l'après-midi, puis on aimerait mieux ça comme ça. Et je dis, il n'y a pas de problème. J'ai dit, si vous allez me demander une lettre de référence, moi, je vais écrire dans votre lettre de référence que vous travaillez soit le matin ou l'après-midi, mais vous ne pouvez pas faire une journée complète. Là, ils m'ont regardé en me disant, « Ah, OK, on pourrait laisser ça une journée complète, ça. » Mais c'est vrai, pensez-y, est-ce que ce qu'on fait comme occupation du temps est la réalité de ce que représente le marché? Si je progresse dans ce sens-là, mes activités ont beaucoup plus de sens. Et de toute façon, ça nous a permis, nous, d'avoir des expériences un petit peu plus intéressantes parce qu'on avait la journée au complet pour y travailler. Vous allez me dire, oui, mais les cours, ils sont organisés comment? Oui. Alors, je vais être honnête pour répondre à ça. Il y en a qui ont changé. Les 3 premières années, on avait une espèce d'évaluation que les étudiants regardaient les problèmes, les évaluaient. Mais je vous dirais, en bout de ligne, on a fait une étude après 3 ans. Les étudiants, sur l'ensemble des problèmes, trouvaient 25% des problèmes vraiment bons. Le reste, ils trouvaient ça moyen. Fait que les pires problèmes, eux, ont été écartés. Et je vous dirais qu'en bout de ligne, les problèmes sont restés les mêmes dans le temps. On change peut-être 10%. On ne reconstruit pas les problèmes à chaque année. Là, les gens disent, oui, mais ils vont se copier les notes d'une année à l'autre. C'est pas vrai. La dynamique d'un groupe de 10-12, j'aurais beau avoir le descriptif de l'ancien problème, ça ne marchera pas. Fait qu'ils ne se les passent même pas, l'information. Fait qu'on se retrouve avec les mêmes problèmes, corrigés, améliorés ou bonifiés. Mais encore là, quand on a construit les problèmes, puis j'ai retravaillé sur la notion de problème, on a fait une erreur. C'est-à-dire que les problèmes de première année ne devraient pas être conçus de la même façon que ceux de troisième.
mais malheureusement, les profs n'ont pas enclenché un mouvement de la sorte. Parce que l'écriture de problème est beaucoup plus complexe qu'on pourrait l'imaginer. C'est pas juste d'arriver de conter une histoire, il faut vraiment avoir des pistes. Puis là, je fais un atelier. Je travaille un atelier d'une journée à l'écriture des problèmes et les gens s'aperçoivent des complexités de ce que ça représente, d'une part, et comment arriver à dire, mon premier problème est-tu du même niveau que le problème de la fin de l'année ou de la session? Mais c'est plus complexe parce que c'est ça le facteur de motivation. Il faut vraiment qu'il soit bon. Puis je pourrais vous dire, des problèmes trop niaiseux, bien ça, ils trouvent ça bête. Ils ne voient pas de motivation. Trop complexe, ils ne comprennent pas, donc ils ne se sentent pas habilités pour le faire. Fait qu'il faut vraiment arriver au juste niveau et il faut travailler, et la règle générale, c'est de travailler des problèmes le plus proches de leur profession qui répondent justement aux besoins. Exemple, quand on était à Sherbrooke avec les médecins nous disent en sciences fondamentales, biochimie, l'APP, ça ne marche pas, les étudiants ne veulent rien savoir. OK. Toi, tu es supposé d'en partir un programme biochimie, biologie, mais tu retournes en disant ça ne marchera pas. Non, ça marche. C'est-à-dire que les étudiants en médecine s'attendent à avoir un problème de médecine. Ils veulent jouer le rôle de médecin. Si je me retrouve à jouer un rôle de biochimiste, c'est pas ça, là. C'est pas dans son jeu qu'il veut et c'est pas ça qu'il aspire. Tandis que pour nous, avoir un problème de biologie ou de biologie moléculaire, c'est correct. Je m'en vais dans le domaine. Donc, c'est normal de jouer sur ce terrain-là. Donc, il y a une appartenance de la réalité qui est importante à faire. D'une part, il ne faut pas que ça soit trop simple, il ne faut pas que ça soit trop compliqué, il faut que ça les touche, puis on change dans le temps. On comprend que vous avez des groupes de 10-12 étudiants. Est-ce que ça... Il y a des méthodes. Les Américains proposent à faire l'APP. Ce qui arrive, c'est qu'à ce moment-là, le rôle du tuteur est changé. C'est-à-dire que si j'ai une classe ici, de la sorte, j'ai un problème, mais je regroupe en groupe de 4. Et là, c'est une interaction des 4 étudiants ensemble à solutionner. Mais le problème est écrit beaucoup plus directif avec une série de questions. Parce que le tuteur-là n'est pas là pour démarrer le processus ou désorienter. On peut aussi avoir, dans certains cas, un tuteur flottant. C'est-à-dire que le groupe travaille et le tuteur arrive à la table, puis les écoute, il passe à un autre. Ça a un avantage et un désavantage, c'est-à-dire que c'est peut-être plus guidant que d'avoir un groupe de 60 ou 100, mais c'est que des fois, le tuteur arrive puis il fait décrocher la discussion, parce que ça a été dit, il le revient. Fait que ça aussi, ça a un aspect complexe. C'est sûr qu'idéalement, nous, médecine travaille beaucoup avec 8. On n'a pas les moyens de se payer 8, donc on vise 12. Les Australiens ont travaillé jusqu'à 18. Mais ce qui arrive à l'intérieur du groupe à 18, c'est que là, on a beaucoup de temps mort pour des étudiants. On retourne dans un processus qui est plus aussi interactif qu'on voudrait le voir. Le groupe idéal, nous, on a trouvé 10, assez fonctionnel. Le tuteur peut travailler. Et évidemment, un tuteur présent versus un tuteur en rotation implique l'écriture du problème est différente. Un est plus directif, l'autre pourrait être un petit peu plus large. Oui, je vais revenir sur la thématique évaluation des étudiants, puis c'est pas la partie la plus forte. Je reviens sur la structure du... Oui. Vous avez dit que vous faisiez à peu près 2 problèmes par semaine. Ça veut dire qu'il y a de la place pour 25, 30 problèmes au cours de la session. Il faut que tout le monde s'entende à savoir les problèmes qu'on soumet. C'est des problèmes discutés en équipe par l'équipe programme? C'est ça, exactement. Quand on a construit, j'en viens ici, la première année est faite de 60 crédits. Tout a été écrit, tous les problèmes étaient écrits avant le démarrage du programme. C'est-à-dire que les équipes avaient eu un temps défini, c'est-à-dire que diversité végétale avait 7 semaines et avait donc, à ce moment-là, on peut dire 13 problèmes à écrire. Et ils devaient, dans ce processus-là, inclure morphologie végétale, écologie végétale, taxonomie végétale pour en faire un tout, parce qu'on vise l'intégration. Donc, le problème, c'est pas juste, ça peut traiter d'un sujet de taxonomie, mais ça peut aussi traiter de taxonomie dans un lieu, puis j'inclus de l'écologie, etc. Alors, tout le programme a été réfléchi avant le démarrage, et évidemment, on a validé les problèmes qui étaient écrits avec les objectifs d'apprentissage. Donc, ça a demandé énormément de travail en amont, là, avant d'arriver à ça. Et là, c'est les temps. On dit aux gens, tu as 2 semaines, 3 semaines, etc. Et la première année, on a dit, bon, ben, dans la séquence, c'est important d'arriver avec le macroscopique parce que les étudiants sont plus à l'aise sur une valeur plus générale. Et en deuxième année, on inclura de la matière qui touche à ce moment-là
le fonctionnel, la physiologie, le moléculaire, parce que j'ai été chercher une base. Ça, c'est des unités qu'on dit, évidemment, c'est des longueurs variables, c'est-à-dire que l'enseignant ici est appelé à être tuteur pendant 7 semaines, et à la rigueur, dans une unité aussi longue, il pourrait compléter sa tâche d'enseignement dans ces 7 semaines-là. C'est-à-dire qu'il peut faire plus qu'un tutorat. Il peut être directeur de l'unité. Alors, pour certains, ça leur plaît parce que l'idée de dire, regarde, mon bloc d'enseignement est contraint ici, je m'investis à temps plein sur mon enseignement et j'ai les autres périodes pour faire mes activités de recherche. Ça veut dire que beaucoup de nos enseignants n'ont pas une période complète des 15 semaines. Ils peuvent être intensifs sur quelques semaines et ensuite retourner à d'autres activités. Fait que ça plaisait à un certain nombre d'enseignants. Évidemment, nos structures, première, deuxième, c'est plus une thématique générale. Et l'idée était de dire, écoutez, un écologiste a autant besoin de moléculaire qu'un moléculaire a besoin d'écologie ou de diversité. Je veux former quelqu'un qui est versatile en biologie avant tout, mais j'ai beaucoup de plaintes. C'est-à-dire, beaucoup de nos profs chez nous trouvent que c'est trop large. Mais je pense que ça, c'est un commentaire personnel que je fais. Je pense qu'on commence à spécialiser les enfants vers les sciences à partir de secondaire 3, en faisant leur maths 3-17 qui les amène à 4-36. Ça change dans le processus, mais déjà là, à partir du secondaire, on les force dans des embranchements. Et chez nous, on s'est aperçu, en bout de ligne, que des jeunes qui arrivaient en disant « Moi, je veux faire de l'écologie », faisaient moléculaire, puis allaient dans l'orientation moléculaire, ou arrivaient dans l'orientation moléculaire pour aller en écologie, mais avant, il n'y avait même pas le choix. Je rentre dans l'option moléculaire en rentrant, donc je dois escamoter l'ensemble des cours d'écologie. Et il faut faire attention, je dois ouvrir, les programmes doivent avoir une certaine ouverture. Une spécialisation, oui, mais à cet âge-là, est-ce que je peux leur donner le choix? Mais ce qui nous amène, c'est sûr qu'en troisième année, là, on tombe avec nos 3 options, qui est l'écologie, biologie moléculaire et la toxico et santé environnementale. Et là, on fait un petit peu plus d'apprentissage par projet. On restructure, les problèmes sont plus complexes. On change la dynamique et on s'approche beaucoup plus de la profession. Donc, les 2 premières années sont très encadrées. La troisième année, elle est dans une spécialité, mais je diversifie un petit peu plus, de sorte dans certains cas, ils n'ont qu'un problème semaine, mais il est plus complexe. On vient de changer le processus. Les gens en biologie moléculaire vont passer près de 9 semaines en laboratoire. Ceux d'écologie, 6 semaines sur le terrain. On change les dynamiques. Et ça, c'est important. Mais c'est aussi important, je vous dirais, qu'on colore la programmation en fonction des spécialités qu'on possède à notre département, qui peuvent s'ouvrir. Pour nous, c'est ces branches-là qui sont possibles et c'est dans ces orientations-là. Fait implanter le changement. Là, c'était la panique un peu. Là, j'ai jamais fait ça. Comment ça fonctionne? Je parlerai plus. Puis ça faisait vraiment capoter les profs là, à dire, tu t'en vas dans un tutorat puis tu parles pas. Puis là, ils te regardaient comme, oh non. Fait que là, j'ai des histoires de même on a filmé une couple, et il était assis comme ça, puis c'était... Puis là, il sortait, oh, j'aurais tellement voulu parler. C'était la frustration parce qu'un tel disait telle chose, puis ils m'ont dit de ne pas parler. Non, avec le temps, on dit, un peu, là, il y a une limite. Tu peux intervenir et aider comme tu ferais dans n'importe quelle situation. Mais tellement pris dans un nouveau modèle qu'on ne connaît pas, ben, notre première réaction, c'est de figer. Là, maintenant, il y en a qui parlent plus, il y en a jusqu'à un certain point, ils font un cours dans le tutorat, ce qui n'aide pas non plus la situation. Puis c'est beaucoup de travail, je ne m'en cacherai pas, tout changer ça, c'est énormément de travail. Puis dans le fond, dans ce démarrage-là, et on sort place en 1996, on était excessivement anxieux par rapport au processus. Ce qu'on fait, et c'est ce qui est intéressant, c'est que le groupe, on prend tous les étudiants qui nous arrivent, on les met sur un autobus au mois d'août, et là, on part à Saint-Michel-des-Saints à 2h30, 3h de Montréal. Et là, on a un centre écologique et on leur dit, voici un mémo, déterminer la biodiversité dans l'environnement. Et ils te regardent en disant, ah ouais? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, là? Non, je dis, le mémo est adressé à vous. Là, ils te regardent comme, un peu, là, c'est beaucoup, mais qu'est-ce qu'il faudrait regarder? Et dans le fond, on travaille avec eux dans des
dans les petites salles au début pour dire, bon, mais c'est comme une équipe, on va sur le terrain, est-ce que vous allez regarder les microbes, les plantes? Parce qu'un biologiste, ça fait un peu le monde vivant. On parle de biodiversité. Et finalement, après 2 jours, ils embarquent. Mais ce que ça fait, ce n'est pas tellement un cours sur l'échantillonnage que je veux développer. C'est évidemment de mettre en commun des gens qui ne se connaissent pas et d'unifier le groupe. Et là, on crée des unités à l'intérieur de ces groupes. Et c'est clé. C'est clé parce qu'ils retournent à Montréal en disant « Et là, je suis prêt à commencer, j'ai des amis. » Soyons logiques, beaucoup de nos étudiants viennent à l'université dans la première année. C'est sûr qu'ils ont choisi une branche. Mais ils regardent autour, puis s'il y a des amis ou s'il y a une forme d'échange social qu'ils peuvent faire, puis évidemment, ça progresse. Là, on le force. Et ça renforce le processus et ça, jusqu'à un certain point, ça rend les étudiants confiants et ils ont moins peur entre eux quand démarrent les tutorats. Parce que quand on va démarrer le tutorat, évidemment, c'est toujours dans des petites salles comme ça. Il y en a un qui est au tableau, on leur donne des fonctions. Ils ont un peu connu la méthode, ce qui les rassure, ils ne sont pas tout à fait confiants, mais au moins ils arrivent à Montréal prêts. Et dans plusieurs de programmes, on encourage ce type de changement pour justement unifier le groupe. Et là, il faut dire aussi dans les 3 premiers jours, quand ils sont sur le terrain, les gens qui ne sont pas à l'aise en biologie quittent. Ils disent, ben c'est vrai que c'est peut-être pas fait pour moi, là, toute ça, cette expérience-là. Et ça leur permet de savoir si vraiment ils ont fait un bon choix, tout de suite en partant sans les pénaliser plus qu'il faut. J'ai un collègue et on a parti un programme en informatique en Europe. Et lui, sa cohorte est près de 400 étudiants. Ils louent une base de plein air. Ils sont 60 tuteurs à aller. Et ils animent le centre de la même façon qu'on a procédé, c'est-à-dire qu'ils ont des tutorats, ils roulent, ils instaurent une dynamique de groupe, et c'est important. Parce qu'on ne faudrait pas sous-estimer, et c'est bizarre à dire, c'est la valeur affective qu'un étudiant a pour ses collègues et la valeur affective qu'il peut avoir par rapport à son enseignant. Quand je dis affective, je ne parle pas d'amour, là, je parle de confiance. Et ça, c'est important à considérer. Donc, les tutorats, c'est l'orientation qu'on a, c'est des petites salles. Et le rôle aussi du tuteur, qu'est-ce qui arrive? Comment ça fonctionne pour lui? Bien, regardez, dans un triangle, le tuteur, évidemment, face à la connaissance, informe et guide. Le tuteur, évidemment, face à l'étudiant, c'est d'animer et de susciter de l'intérêt. Mais dans tout schème, et que ce soit magistral ou par projet ou autre, l'étudiant, sa relation face à la connaissance, c'est de l'apprendre. Et c'est ça qu'on veut développer. En bout de ligne, qu'est-ce qu'on veut faire quand un étudiant nous quitte après 3 ou 4 ans, dans ses premières années de bac, c'est qu'il soit rendu dans cette relation-là. Nous, on a disparu. Il faut assumer que c'est ça qu'on vise comme bloc et c'est l'essentiel. Une des choses qu'on s'est aperçu aussi avec le temps, c'est que la méthode qui est le changement, c'est qu'au début, dans le temps, l'étudiant se concentre plus sur la méthode. Et c'est pour ça que je disais que les problèmes créés au début, c'est qu'on alterne plus en méthode que le contenu du problème. Mais à mesure qu'on progresse, ils ont assimilé cette méthode et ça permet évidemment d'aller chercher plus de connaissances. On construit. Donc, les problèmes d'un début de semaine et fin d'unité 4 semaines plus tard, bien, le problème pourrait être d'autant plus complexe et je n'ai pas besoin de retravailler autant la méthode. La question sur l'évaluation. Ça, c'est Ramsed qui mentionne que l'évaluation oriente l'apprentissage. C'est la partie la plus faible, et pas juste en APP. Je vous mettrai au défi dans vos cours magistraux de penser ce que c'est l'évaluation. Qui d'entre vous ont pris votre examen et le faire lire par d'autres collègues pour savoir s'il était juste et clairement écrit? On le fait avec nos articles? Mais qui d'entre vous prend votre examen pour s'assurer que justement mes questions sont bonnes? Il y en a, mais c'est rare. Au point que quand une des équipes d'écologie avait à reconstruire l'examen pour l'unité, les gens ont dit « Ah, on enseignait dans le traditionnel, on va aller chercher une couple de nos questions. » Et le groupe a dit « On va faire ça à peu près dans une demi-heure, 3/4 d'heure, ça va être vite, on va coller nos questions ensemble. » Les gens se sont mis à lire les questions. Ils ont dit « Je ne comprends rien dans tes questions. » Oh, peut-être pour ça que les étudiants avaient... Ils ont travaillé 2 jours. Ils ont travaillé 2 jours à reconstruire et à refaire l'examen. Chez nous, qu'est-ce qu'on a fait? Dans le fond,
tout étudiant est évalué de façon individuelle. 80% de sa note, 50 de ce 80-là, 50 est le théorique qui est donné via des examens, questions de développement, même des choix multiples dans certains cas, et 30% est donné au niveau des labos. Il y a un 20% qui est associé, qui est évalué par le professeur, tuteur, et aussi par les étudiants dans la dynamique du groupe. Beaucoup de nos enseignants disent 20% c'est trop, ça devrait être moins, tout devrait être l'emphase sur la connaissance. On s'aperçoit en bout de ligne qu'un étudiant qui a une bonne note, ce qu'on appelle le savoir-être pour nous, a une bonne note dans ses savoirs, il y a une corrélation parfaite. À vrai dire, on pourrait presque prédire la note de l'étudiant à partir de son savoir-être. L'évaluation aussi pose problème. Si j'ai développé une approche qui est beaucoup plus cognitiviste d'échange, de processus, et j'évalue des contenus, pourquoi j'ai changé de méthode? Si ma seule préoccupation est d'aller chercher un contenu de savoir, je n'ai pas besoin de faire de l'APP. Et c'est aussi de définir qu'est-ce que c'est évaluer. Dans le monde pédagogique, on parle d'évaluation sommative ou formative. Si je parle d'une évaluation formative, c'est d'aider via l'évaluation à s'améliorer. On fait rarement ça dans le milieu universitaire. On fait du sommatif, c'est-à-dire qu'on sanctionne la note, puis dans le fond, il n'a pas travaillé assez fort. C'est même pas une question de savoir si j'ai donné un bon cours. Il n'a pas travaillé assez fort, il a échoué. C'est bon. Un autre qu'on n'aura pas dans le système. Je caricature, mais des fois, c'est la réalité pour certains. Alors, tout le processus d'évaluation, on est en train de regarder une étude qui a été faite chez nous par un étudiant à la maîtrise en éducation. Je lisais le rapport en m'en venant. 12 profs du programme chez nous. Il y en a là-dedans qui varient depuis 10 ans d'expérience avec 3 ans d'expérience. Sur les 12, ce que dit le rapport, 3 comprennent ce que c'est évaluer. Le reste, ils transfèrent un processus qui est simplement un transfert de connaissances. Il y a du par cœur, il devrait me le réciter. Et c'est dans sa vision des choses. Et c'est surprenant, parce que je me retrouve avec des profs qui œuvrent dans une pédagogie qui est centrée sur l'étudiant, mais eux, dans leur mode d'évaluation, c'est centré sur l'enseignant. Et seulement 3 des 12 adhèrent vraiment à ce volet-là. Encore pire, dans l'étude, et par le questionnaire semi-dirigé qu'on a vu, des 12 enseignants, il y en a encore 4 là-dedans qui sont centrés sur l'enseignant. Pour eux, faire de l'APP, c'est centré sur l'enseignant. Voyez-vous, le transfert et ce changement est énorme et difficile. Parce que je viens de changer de paradigme. Au lieu d'être centré sur moi, c'est centré sur l'individu et comment j'aide l'individu dans son apprentissage. Pas évident. C'est vraiment pas évident, ce transfert. Et je vous dirais que dans les collègues avec qui on travaille, je ne dirais pas que tous sont convaincus du changement. Là. On reste avec une valeur très profonde de définir ce que c'est enseigner. Et si moi, je me rassure en arrivant et de dire de l'information, et je sors de ma classe, je leur ai dit, s'ils ne l'ont pas appris, c'est parce qu'ils ne travaillent pas assez, je suis loin de la fourmi qui, dans le fond, dans la relation d'enseigner, c'est de savoir si la personne a avancé en même temps que moi. Sinon, je fais un discours où je passe au niveau de la tête des gens, j'informe, regarde, prenne une note, puis tu ressors. Je ne sais pas si mon groupe a essentiellement saisi. Le point que je veux faire ici, c'est qu'en travaillant avec l'APP, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les profs arrivaient, suite à leur tutorat, puis ils me disaient « Ça n'a pas l'air à marcher, cette méthode-là. » C'est comment ça? Ils ne comprenaient rien. Ce que tu faisais, ils ne comprenaient rien. Je leur posais des questions, puis je voyais que la matière, ça ne passait pas. Ça ne marche pas. J'ai dit, quand tu allais donner ton cours magistral, tu parlais à 70 personnes, puis tu disais à peu près les mêmes affaires, puis tu avais compris, tu étais sûr que ça avait fonctionné. Ben, je ne sais pas, moi, ils ne me disaient rien. Là. Le point que je veux faire, c'est encore là, c'est important d'être conscient du fait que la rétroaction dans l'apprentissage, elle est clé. Si je n'ai pas, je ne suis pas en train de faire de l'apprentissage. Je reviens aux animaux. Là. Si c'est ça enseigner, ça ne nous fait pas différent par rapport aux possibilités de ce qu'un animal peut faire.
Puis même, je vous dis l'histoire de la fourmi, hein, même la rétroaction, s'il voit qu'il est poche à ne pas allumer trop vite, à savoir où aller, la fourmi, elle l'abandonne, puis elle va chercher un autre élève. Mais la rétroaction et l'évaluation sont des champs qui sont excessivement minimisés et qui sont probablement l'implication majeure. Le point, et la première chose que les gens vont me dire, je n'ai pas le temps de faire ça. C'est vrai. Je n'ai pas le temps de revenir et tout corriger en détail, puis aider l'étudiant, puis regarde, tes fautes sont là, tu devrais te corriger. Je n'ai pas le temps de le faire. C'est vrai. Mais là, on fait quoi comme enseignant? Qu'est-ce qu'on se définit dans le travail qu'on fait? Fait que l'évaluation, sur la question que vous avez posée, on n'est pas cohérent. On ne l'a pas encore fait, le transfert. Puis je ne suis pas convaincu encore que le transfert, que les gens ont bien saisi, ce qui était une évaluation, même dans le magistral. Et c'est le parent pauvre du domaine de l'éducation. Les gens qui y œuvrent vont dire on y travaille. Pas de questions sur l'évaluation? Bien, je pense qu'on a fait l'erreur que vous avez mentionnée, c'est-à-dire qu'on n'a pas construit avec l'idée que mes objectifs d'apprentissage feraient la chose suivante et l'étudiant sera en mesure de. Si quelqu'un. C'est ça. Ça, ce chemin-là, c'est une chose qu'on aurait dû faire. Et je travaille avec des gens à Louvain qui regardent justement cette approche. Les gens qui ont construit, que ce soit du magistral ou de l'APP, devraient dire, voici mes objectifs d'apprentissage. Et suite à ces objectifs, l'étudiant sera en mesure de. Et là, je viens tout de suite de créer mon évaluation. Je sais ce qu'il y aura à faire. Là. Puis là, ça serait juste parce que les critères sont bien énumérés. L'étudiant ne tombe pas des nues. Regarde, tu as ça. Puis on évaluera dans ce contexte-ci parce que tu seras en mesure de. On ne construit pas, on n'a jamais appris, on ne construit pas un plan de cours en se disant voici les évaluations possibles. On construit notre plan de cours, on met en branle une série de notions qu'on trouve importantes parce qu'on fait des choix dans notre propre profession. Moi, enseigner l'écologie, je fais des choix parce que j'aime les insectes puis les plantes, mais si j'en ai un qui travaille plus en écologie des poissons, il ne fera pas les mêmes choix puis il n'aura pas les mêmes biais, et c'est vrai dans n'importe quel. Les exemples ne seront pas les mêmes. Mais on ne se pose même pas la question comment je vais l'évaluer. À un moment donné, on est appelé, après X nombre de semaines, hey, c'est vrai, il faut que je fasse un examen. Oh, j'ai des bonnes questions. Là. Ça, c'est bon. Là. Il me semble que ce ne serait pas pire. Ça. C'est comme ça qu'on évalue. Une des choses que j'ai vu faire dans un système, la personne demande à la fin de dire aux étudiants, pouvez-vous me soumettre des questions d'examen? Chaque étudiant est appelé à soumettre une question d'examen pour que le prof puisse le regarder. Intéressant. Parce que là, le prof, d'une part, peut s'apercevoir où a été l'emphase. Il peut saisir dans son groupe. Regardons, tout le monde me pose la même question. Ils ont dû penser que c'était important. Et ça permet d'évaluer un peu comment notre classe réagit. C'est une façon intéressante de le regarder. Et à la rigueur, il pourrait dire, bien, 3 de ces questions-là seront à l'examen. C'est vos collègues qui les ont pondues. Ça pourrait être une autre façon. D'ailleurs, il y a une chose dans l'apprentissage et ce que les Australiens rapportent, c'est qu'il y a 3 types d'apprentissage. On dit qu'il y a de l'apprentissage en surface, en profondeur, on est conscient. Ça, on les connaît dans ce vocabulaire-là. Mais il y en a un troisième, c'est l'apprentissage stratégique. C'est l'étudiant qui décode le prof. Et mettez-vous dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on aime plus au monde qu'un étudiant qui réfléchit? Comme un miroir. Se voir dans l'étudiant, maudit que c'est un bon étudiant. Mais l'étudiant stratégique, s'il vous a décodé, il sait ce que vous allez demander, ce que vous voulez. Ça n'a rien à voir avec la profondeur ou la surface des notions qu'il va apprendre. Il vous a perçu. Puis je me souviens, quand j'écrivais mon premier examen, je disais, hey, si j'avais décodé ça, ça aurait-tu été bien dans mon cours? Je n'aurais pas échoué. D'ailleurs, je n'avais pas été accepté en bio à l'Université de Montréal. Je le dis, là, je suis honnête, au cégep, j'avais un peu... Bon, mais l'idée ici, c'est de dire que si l'étudiant décode le prof, qui est stratégique, c'est lui qui a des bonnes notes. Ça ne veut rien dire par rapport à ses capacités. Il est habile, ça je le reconnais, mais pensez-y. Ça veut dire que quand je regarde, moi, des étudiants qui ont reçu des bourses, et j'en ai eu une couple, des bourses CRSNG, dans certains cas, c'est des étudiants qui n'ont pas terminé la maîtrise. Parce que tomber au niveau de la maîtrise, c'était plus être stratégique par rapport à un enseignant, c'était que tu étais relancé dans un processus où tu devais
travailler par toi-même et tu n'as pas à décoder personne que toi. Et j'en ai une couple qui ont lâché. Puis dans le fond, ce qu'on s'aperçoit, c'est ceux qui performent très bien ici en APP, qui ont une bonne note, je ne les ai pas vus abandonner la maîtrise. Parce que ces gens-là, ils ne peuvent pas décoder le prof, il faut qu'ils travaillent avec leur groupe qui fait la matière. Et c'est le même examen qui est donné pour tous les groupes en APP. Fait que vous imaginez le défi que ça pose, et quand un réussit là-dedans, c'est qu'il y a des habiletés beaucoup plus larges que juste décoder l'enseignant. Est-ce que quand on change, tout le monde embarque? Non. Même aujourd'hui, il y a encore un petit noyau dur qui aime l'APP, puis je pourrais m'y inclure, c'est clair. Il y a un groupe qui ne veut rien savoir de l'APP, c'est clair. Puis il y a le 50 qui tolère l'APP, mais si on changeait à l'autre, c'est correct, ça ne pose pas de problème. Dans le fond, dans les conduites du changement, c'est les trois groupes qu'on trouve. Ça concerne uniquement les profs? Oui. D'ailleurs, nos meilleurs ambassadeurs du programme sont les étudiants. Mais je dirais, les étudiants, puis je vais être honnête, si je leur pose la question en première année, ils aiment ça. Nouvelle méthode. Deuxième année, ils haïssent ça. Ils aimeraient retourner à l'ancien système. En troisième année, ils embarquent un petit peu plus parce qu'ils viennent de découvrir ce que c'est. Je ne dirais pas que tous nos étudiants adorent le programme. Il faut être réaliste, là. Il y en a qui le tolèrent. Mais, règle générale, nos meilleurs défendeurs du programme sont nos étudiants. Ça, c'est nos profs. Il y a encore des profs dans mon département ou dans le département qui disent aux étudiants, tu as fait une erreur très grave en choisissant ça. Tu n'apprendras pas tout sur la biologie. C'est leur perception. Ils disent ça aux étudiants de leur programme. Ça aide, ça, le moral des étudiants. C'est bon pour faire de la rétention. Mais ça, c'est dans la vue des choses. C'est que foncièrement, eux sont convaincus. Puis le pire là-dedans, c'est que certains de ces individus n'enseignent même pas en APP. Ils n'en font pas. Puis ils vont dire aux étudiants, « Oups, tu fais une erreur. » Dans le fond, ce qu'on s'aperçoit, puis ceux qui deviennent le plus convaincus de l'APP, c'est ça qui est intéressant, c'est ceux qui donnent des cours en première année, puis ceux qui en donnent en troisième année. N'importe qui ferait l'expérience à dire, je commence avec mes grands groupes ou mon groupe de départ, ils sont là, les étudiants, mais ça marche, mais ça va. Quand je les revois en troisième année, là, j'ai vu le cheminement, leur maturité qui s'est faite. Et n'oubliez pas, c'est un programme de formation. C'est 3 ans. Tous vos programmes, ou c'est 4 ans, jugez pas un programme par rapport aux cours que vous donnez. Dans un espace temporel, c'est juste une petite fraction. Ça ne veut rien dire, ça. Il faut regarder la maturité de l'individu qui est rentré au jour 1 puis au jour de sa sortie. Ça, c'est de la formation. Ça, c'est un programme. Ça, là, je suis en train de prêcher beaucoup plus pour une approche programme que pour une pédagogie. Réfléchir sur son programme, c'est plus pertinent que juste réfléchir sur une pédagogie. Parce que c'est ça qui va construire le noyau premier de cette structure. Et c'est pour ça que nos profs qui œuvrent première et troisième adhèrent très facilement au programme parce qu'ils ont vu le changement se produire. Donc, les 25 % je les appelle les saboteurs comme tels. Je pense que, et je l'avais dit au tout début, non, c'est les étudiants qui pensent. Non. Ils apprennent différemment, il faut l'accepter. Ils ont de nouvelles habiletés. Ils ont d'autres méthodes, ils sont plus méthodiques, ils ne sont pas mieux, ils sont différents. Puis je pense, pourquoi l'avoir fait? Je pense qu'il faut dire que si je change un programme, je le fais pour eux. Je le fais pour la profession ou la formation à devenir. C'est ça le changement que je fais. Enseigner, c'est aussi de construire pour demain. Et dans le sens que vous amenez des gens qui vont œuvrer dans cette discipline, et je le fais pour eux pour qu'ils soient les meilleurs ingénieurs possibles, qu'ils soient les meilleurs scientifiques possibles. On est enthousiaste et on est confiant. Je ne sais pas que c'est la solution. Il y en a plusieurs solutions. Mais je ne regrette pas du tout l'expérience et le cheminement qui s'est fait. Bilan, après 20 ans, les écrits, parce qu'il y a beaucoup d'écrits sur l'APP. C'est clair, et tout le monde va rapporter, qu'on développe de nouvelles habiletés chez ces jeunes. Le taux de rétention, et je ne parle pas de rétention dans le programme, je parle de rétention du savoir est plus grand. Les études démontrent essentiellement qu'ils ont une rétention à long terme plus forte, parce qu'ils ont vu les choses différemment.
Il y a des gens qui argumentent que le contenu qui est vu, il y en a moins. Il y en a qui diraient qu'il y en a plus. Je pense que c'est à peu près égal et ça dépend des domaines. Les étudiants, en règle générale, valorisent beaucoup leur formation. Et il y en a qui, bon, ils ont des problèmes, mais dans n'importe quel. Mais le taux de retour chez nous, le taux de satisfaction, très bien, très fort. Je vais regarder celle-là pour la fin. Mon expérience à moi, oui, c'est vrai que les étudiants ont eu du plaisir, puis on a toujours du plaisir à le faire. Le taux de persévérance augmente, c'est-à-dire qu'on a remarqué que notre programme maintenant, qui était avec un taux de rétention de 50 55 est passé à 85 de rétention. Mais les gens disent, oui, mais vous faites un choix. On ne fait pas le choix. Les étudiants font un choix parce qu'ils s'en viennent dans un mode APP, puis ils restent dans le modèle. Et je vous dirais que même nos cotes R, depuis qu'on a le programme APP, augmentent. Ça nous a surpris. On est le programme en sciences qui a la cote R la plus haute de tous les programmes de sciences. Puis ce n'est pas un programme qui est orienté médecine. Les temps d'études ont diminué parce que je fonctionne en cohorte. Fait que je force, j'ai pas un menu, là. J'ai une table d'hôtes, puis tout le monde fonctionne dans le processus. C'est ça, la petite flèche allait vers temps d'études, ça allait là. Et les cycles supérieurs, on a remarqué essentiellement que les étudiants poursuivent plus au cycle supérieur qu'avant. Avant, on estimait peut-être 30 là, on est à 50 vers les cycles supérieurs. Gestion de programme, une fois que ça roule, c'est pas plus compliqué qu'un autre programme. Puis l'enseignement, les enseignants sont plus ou moins, sont contre. Il y a des valeurs. Est-ce que c'est mieux? Les deux ici répondent à la question des auteurs. Elle est vraiment méchante, ma question, parce que c'est pas vrai que c'est mieux. C'est différent. Je viens de donner d'autres habiletés. Puis pour certaines personnes, être mieux, c'est d'avoir plus de contenu. Il faut définir ce que c'est mieux. Puis les auteurs, surtout Butler, répondent essentiellement, c'est différent. La question était posée en anglais, is it better? Je ne suis pas capable de le dire. Et je ne m'aventurerai pas. On a eu, pour les compagnies de laboratoire, un temps, là, le suivi, moi je ne suis pas là, mais appelait pour nos étudiants parce qu'ils les trouvaient mieux adaptés à venir travailler pour l'entreprise. Moi, j'ai rencontré une dame qui engageait des étudiants l'été, par exemple, dans des camps de formation, là, et ça s'appelait GAP. Et elle me disait, moi, j'aimais beaucoup vos étudiants qui arrivaient travailler l'été chez nous, parce qu'elle engageait des étudiants en biologie. Puis elle dit, si je leur disais, il y a un thème, vous serez appelés à développer et à expliquer. Les étudiants disaient, OK, je vais aller chercher l'information. Puis elle dit, les autres consultants disaient, bien ça, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu dans mes cours. Fait qu'elle dit, moi, en tant que gestionnaire, ils sont beaucoup plus faciles à gérer que des étudiants qui arrivent de d'autres programmes où ils sont dépendants. Ça, c'est une étude qui a été faite en informatique en Irlande, qui regardait justement l'entrée. Mais je vais revenir sur une étude. Ah oui, une étude a été faite des gens formés en nursing en APP, c'est en Alberta parce qu'ils l'ont implanté. La dame rapportait essentiellement que les employeurs étaient plus satisfaits parce qu'il y avait un petit peu plus d'autonomie qui était donnée de la part des infirmières. Par contre, c'était une infirmière qui me parlait avec un sourire. Elle dit, il y a eu des plaintes, les médecins trouvaient qu'ils se faisaient répondre trop souvent l'inverse, c'est-à-dire qu'il y avait moins de soumission. Puis elle était toute heureuse dans ce volet-là, là, parce qu'il répondait autant. On disait, non, ça n'a pas d'allure, il y a telle chose. Fait que, en informatique, eux sont aperçus que l'étudiant qui arrive, c'est en France, l'étudiant arrive est plus apte à travailler, il a une valeur autonome et il ne tourne pas en rond. Fait que c'est ce que les employeurs vont dire. Parce qu'on les met dans une situation proactive. Et je pense que c'est ça qu'il faut développer. On peut le faire par APP, mais on pourrait le faire par apprentissage, par projet ou autre. Mais c'est ce qu'on veut développer, c'est d'avoir des étudiants actifs dans le milieu. Et la référence irlandaise disait que souvent, les étudiants qui arrivaient avec un processus plus magistral, le cours était donné avec des exemples complexes ou insignifiants par rapport à l'entreprise ou à l'industrie. Fait qu'ils trouvaient que le milieu théorique des profs, quand l'étudiant arrivait sur le marché du travail, l'employeur était obligé de redéfinir les paramètres parce qu'il avait vu des problèmes qui n'existaient pas. C'était des problèmes que théoriques dans le processus.
Non. Au premier semestre, on les encourage au camp d'été, que j'appelle. On les encourage à former le groupe. Il reste le même groupe tout le long du semestre. Puis après ça, on les alterne. Chaque unité, chaque structure, c'est pigé au hasard pour apprendre justement à gérer la diversité. On vient de développer des habiletés au niveau de la gestion de groupe, tolérance. Et à Saint-Michel, quand les étudiants se forment, ce qui est assez intéressant, le programme qui dit qu'ils se rassemblent, s'assemblent, c'est vrai. Il y a une année, c'était ceux qui étaient restés le plus tard au feu qui avaient formé le groupe. Alors, c'était plutôt un groupe de fêtards qui a fait qu'ils ont eu de la difficulté dans le semestre. Ils sont aperçus que si j'ai un groupe de gens qui ne font que fêter, oups, j'ai un problème. Et il y a une réalité aussi. Les gens, ils viennent plus tolérants à travailler en groupe en assumant qui a des points forts, qui a des points faibles. Des fois, ça explose, là. Mais il y a des gens qui me disent « Ouais, mais lui, il fait rien, il est dans mon groupe. » Bienvenue, parce que dans la vie, plus tard, il va tout en avoir du monde comme ça là, qui gravite. Voilà, juste vite, là, nous, les laboratoires, c'est des binômes, ils sont pairés en deux. Donc, pour les laboratoires, le travail de laboratoire, il faut dire que les examens sont individuels. Donc, la note du savoir théorique, c'est l'étudiant qui passe l'examen seul, mais c'est avec le groupe qu'il apprend. OK, dans les critères d'évaluation, ce qui est fait, c'est que la cohorte qui est pour nous autour de 60 à 70, qui arrive par année, je peux avoir 3 à 4 tuteurs ou 3 tuteurs par unité qui font la même thématique. Mais c'est le même examen qui est donné et c'est tous les tuteurs qui construisent cet examen qui est donné à tous les étudiants des 70. C'est le même examen. Pour les évaluations de savoir-être, c'est-à-dire en tutorat, comment on les évalue, on a établi des grilles d'évaluation que tous les tuteurs ont et les étudiants ont. C'est-à-dire que je regarde l'autonomie, je regarde la responsabilité, et c'est l'enseignant qui le montre. C'est vrai que c'est important ce que vous mentionnez, c'est qu'il faut avoir une grille commune. Si chacun a ses grilles, ça devient infernal à gérer. Ce serait impossible. C'est important d'établir une grille d'évaluation commune, et même, comme je vous dis, c'est le même examen pour tous les tutorats. Quand ils font biologie végétale, c'est le même examen aux 60. Il n'y a pas de différence. Donc, les tuteurs se rencontrent à chaque semaine pour savoir, à développer leur examen et d'autre part, à savoir comment ça a été dans le tutorat. Il y a un travail d'équipe. Si je veux promouvoir le travail d'équipe, il faut que ce soit le travail d'équipe qui se fait auprès des enseignants aussi. Et là, ça, c'est entendu. Chargés de cours comme professeurs ont X nombre d'heures par semaine consacrées à une réunion qui touche leur unité. Alors, si un tuteur avait le même problème, ils ont tous les mêmes problèmes, dit, moi j'ai vu ça, j'ai eu beaucoup de difficultés, la directrice de l'unité va dire, bon, il faudrait s'assurer, est-ce que ça c'est vu, et il y a un compte-rendu à savoir que ces étudiants-là ne seraient pas nécessairement pénalisés à l'examen commun non plus. C'est toujours le même tuteur qui suit quand 24 heures de baccalauréat? Non. Non, les tuteurs varient en fonction de leur spécialité. Ceux qui sont en biologie végétale arrivent, c'est un bloc. Un autre groupe va faire biologie animale, c'est un autre groupe. Et à la fin, on peut retrouver des tuteurs qui sont les mêmes. C'est-à-dire, moi, si je fais de l'écologie, je peux enseigner en première année comme je pourrais enseigner en troisième année, mais ce n'est pas les mêmes tuteurs sur les 4 ans ou les 3 ans. Si vous abordez la question coût dans sa structure, nos premières évaluations font un état de coût probablement de 10 à 15 % supérieur. Mais ça, c'est quand on avait monté le modèle en 92 par rapport à nos moyennes cibles. Le coût engendré, si je le calcule par rapport aux structures existantes, groupe court, les gens disent que c'est plus coûteux. Mais il faut faire une utilisation haute, par exemple, de l'utilisation de laboratoire. Chez nous, on a réduit les coûts de laboratoire d'environ 150 000 par année. Mais il faut regarder qu'un programme a des répercussions pas juste sur une moyenne d'étudiants dans un groupe, il faut le calculer à différents niveaux sur les intervenants et sa structure, et aussi l'utilisation de salles ou autres. Fait que, oui, il y a une augmentation de coût, puis je dirais de 10 à 15 %, nous, quand on a fait les calculs à l'époque, par rapport au modèle qui était proposé. Non, c'est ça. Le premier semestre, les étudiants sont enthousiastes parce que je viens de changer leur approche pédagogique.
Et ça, ils embarquent. En deuxième année, il y a une redondance en se disant, bien, si j'avais un cours, ce serait moins compliqué, ce serait moins de travail, puis je verrais autant de matière. La raison de la troisième année change, c'est parce qu'on change la formule. Et je dirais que vous avez tout à fait raison, il faut changer les formules. Je ne peux pas rester dans une approche et être répétitif sur 4 ans. Il faut que je fasse varier. Et en troisième année, on fait beaucoup plus de projets. Les tutorats sont 1 par semaine. Maintenant, ce n'est plus des lectures, on les envoie à la bibliothèque, il y a un temps de recherche, et l'étudiant s'aperçoit de son potentiel. Donc, il embarque dans le jeu. Je dirais que certains étudiants qui s'aperçoivent de leur force en APP une fois qu'ils ont diplômé. Une fois sur le marché du travail, là, ils voient le jeu. C'est un peu comme s'entraîner au tennis. C'est vrai qu'on peut faire un service, ça devient redondant, mais quand je suis dans une partie et je réussis mes services, là, je vois le plus-value de l'entraînement que j'ai fait. Et c'est vrai que je suis répétitif, je conditionne jusqu'à un certain point, mais moi, j'aimerais que les gens de deuxième année puissent un peu moduler leur façon de faire pour accrocher un petit peu plus les étudiants, mais ils ont tellement peur de changer. On ne demande pas aux profs de changer 2 fois dans leur carrière leur cours, là. Je suis réaliste à ce niveau-là, mais c'est sûr que pour nous, on est conscient, et c'est un problème que j'ai vu dans tout autre programme d'APP dans le monde, que ce soit en Australie ou en Scandinavie. Il y a un essoufflement, et c'est normal. Mais en changeant nos méthodes, et un de mes collègues australiens fait une démonstration que le magistral, l'APP, répond à des besoins de formation, certes, mais qu'on pourrait développer aussi un troisième niveau qui est de laisser encore plus de liberté à l'étudiant pour pousser ceux qui sont vraiment créatifs. La créativité n'est pas inclue dans l'APP, elle est encore moins en magistral, mais si on est réaliste, il y aurait probablement un troisième niveau de façon de faire avec nos étudiants pour promouvoir la créativité. Et c'est ces réflexions-là qu'il faut arriver à faire dans nos programmes. Quelles sont les pédagogies, puis peu importe lesquelles, qui vont promouvoir des habiletés? Et mis dans le temps avec, évidemment, une résonance qui fait du sens. Pas parce que c'est le fun de faire ça, là. On le fait parce que j'apporte telle valeur. Dans le processus qu'on a fait, c'est que l'étudiant est en titre de faire un examen de reprise qui prendra qu'une valeur de sa note. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu de dire, c'est un examen de reprise, il plante l'examen, puis il y a une meilleure note à l'examen de reprise. Là, on a un peu réduit en disant, l'examen de reprise ne te permettrait pas d'avoir une note supérieure à temps selon les calculs de tes valeurs passées. Il fait l'examen de reprise. S'il échoue, on regarde sa session. Et ce qu'on a vu dans le passé, certains étudiants retournent et refont carrément l'unité au complet. Il y en a qui retournent puis ils refont, ils doublent, et c'est leur choix. On peut leur créditer des valeurs qu'ils ont faites. Il y a certains étudiants qui vont dire, ben moi, je vais juste venir pour cette unité-là, je vais la refaire. Ça se fait. Et puis, ils restent dans le programme. Là, évidemment, ça augmente la longueur d'études, mais on a trouvé 2 façons, soit la reprise complète et un examen de reprise qui est donné. Puis, l'examen de reprise est donné à un étudiant qui a une note cumulative d'au moins entre 50 et 60, 60 étant la note pour passer. En bas de ça, on leur dit, écoute, là, est-ce que tu es vraiment dans le bon programme d'une part? Est-ce que tu veux poursuivre? Tu as une série de questions à te poser. Et parce que les gens ne sont pas familiers avec l'approche, on se retrouve dans une situation où la résistance est plus grande. À mesure que le processus a été enclenché, les gens vivent de bonnes ou de mauvaises expériences par rapport à l'APP. La tendance est allée, disons que je travaille avec un corpus de 75 qui le fait, mais quand je caricature ces 3 composantes-là, c'est que il y a des gens qui sont très animés à travailler dessus, à s'investir, et il y en a un autre groupe qu'on subit, c'est-à-dire la méthode a été choisie, je le fais, ça va, je l'accepte, et il y en a d'autres qui ont une résistance très agressive par rapport à ce qui est proposé. Non, chose assez surprenante, c'est pas juste un facteur d'âge. Moi, je vous dirais, sur des études, c'est des valeurs. Il y a des gens qui se voient très mal dans un processus à faire cheminer l'étudiant et jouer un rôle de coach que plutôt d'être dans une position de savoir et de transmettre du savoir. Sur ça, j'ai un exemple d'une prof qui a quitté. Moi, elle me dit, écoute, Yves, c'est intéressant, mais j'ai un doctorat, j'ai un PhD, et je ne suis pas là pour écouter des gens pendant 3 heures à me dire des niaiseries. Ils devraient juste m'écouter pendant 3 heures, puis ils vont apprendre. Fait que c'était pas une vieille, puis c'était pas une jeune. C'est foncièrement dans les valeurs de ce que représentait l'enseignement, c'était ça.
Là, c'est incontournable et on ne peut pas changer ça. Ça reste et c'est comme ça que ces gens-là perçoivent ce que c'est. C'est correct. Et à ce moment-là, dans un programme, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait structurer une activité. Si notamment cette personne est un bon pédagogue, bien, il y a un cours qu'on donne l'information. C'est-à-dire que faire des cours, ça a tout son sens. Si l'étudiant sait pourquoi il est là, là, ça fait du sens. En France, avec le programme d'informatique, on fait un tutorat et il y a un cours qui est donné entre les deux. Mais le cours répond à de la matière qui est véhiculée dans le tutorat et l'étudiant sait que ça, il n'est pas obligé de faire la lecture parce qu'il y aura une organisation, une hiérarchisation de la pensée. Et là, ils viennent puis ils le savent. Mon collègue australien en architecture fait en sorte qu'à un moment donné, les étudiants doivent connaître la résistance aux matériaux. Les étudiants arrivent dans le programme à mi-chemin, puis ils vont voir le directeur du programme, ils disent « Écoute, la résistance des matériaux, c'est complexe. Non, nous, on ne s'en sort pas. Y aurait-tu un atelier? » Un atelier sur la résistance des matériaux. C'est privé. À chaque année, ça arrive à chaque fois. « Ah, peut-être qu'on peut vous organiser ça. » Et là, ils embarquent. Les étudiants embarquent sur le cours sur la résistance des matériaux parce qu'ils le savent, ils n'ont besoin pour travailler et continuer dans leur projet ou dans leur tutorat. Et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à créer, le sens d'un besoin. C'est comme faire des statistiques. Tout le monde a fait des statistiques au bac, et quelle horreur, parce que moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. En plus, c'était en anglais, puis il disait toujours « Zimin, Zimin ». Là, de quoi il me parle, Zimin? Il est méchant, il est quoi? Jusqu'à temps qu'il y ait un francophone qui me dit « Ça veut dire moyenne, tu sais, réveil, là ». Fait que, pour moi, les statistiques, c'était pénible sur la période de temps, mais là, ce qu'on a fait, ces statistiques chez nous, c'est qu'on les a réparties sur les 3 ans. Et dans le temps, on a travaillé avec le département de mathématiques qui viennent travailler avec des petits cours, des workshops, pour faire progresser, parce que les statistiques, c'est un langage à travailler et de se familiariser avec le processus. Fait que ça a son sens de faire des ateliers et des cours. Oh, nul est prophète dans son pays. C'est pour ça que je viens si souvent à Laval. Il y a une résistance par rapport à l'ampleur du changement. Je vais m'en placer en 88 et je vais être très honnête par rapport à ça. 6 programmes avaient été ciblés à l'UQAM en 88 et nous, on faisait partie d'un de ces programmes-là. D'une part, l'administration n'a jamais pensé qu'on changeait notre capot de barre à ce point-là. Des nouveaux labs, nouvelles structures. Et quand on a tout embarqué dans le processus, ça ne se fait pas sans des coûts. C'est-à-dire qu'il faut que je regarde que le changement a imputé des coûts avec des subventions. Dans le fond, c'est une subvention de 10 ans, 50 000 par année. Mais c'est resté le chiffre, 10 fois 50, un demi-million. Le programme a coûté un demi-million, c'est épouvantable. On ne fera pas ça. Fait que ça a comme restreint un peu la contamination. Mais je dirais en bout de ligne que ça nous a pris tellement de temps parce qu'on ne savait pas ce qu'on faisait. Et avec l'expérience qu'on a maintenant, monter un programme, là c'est pas compliqué pour nous autres. Mais c'est un peu l'exemple que je vous donnais au départ, si on me dit j'ai un problème de plomberie, puis je ne sais pas trop comment souder, puis comment couper de la cope, c'est long mon projet de plomberie. J'y vais souvent chez Renault Dépôt pour parler aux gars puis revenir. Mais si je sais ce que je fais, comme un plombier qui vient chez vous, un travail qui va prendre 10 minutes pour lui, moi, ça pourrait me prendre un avant-midi parce que je ne sais pas ce que je fais. Et je pense que c'est ça qui explique un peu le temps. Et l'administration est restée un peu surpris en disant, on n'est pas pour rentrer dans ce volet-là. L'autre chose, un autre programme en administration qui faisait synergie, ils sont aperçus, et ça, je vais être franc, si vous n'avez pas un leader de changement dans le groupe de travail, oubliez ça, là. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait sur le bord de la table, puis on en fait un peu. Ça prend vraiment des groupes qui deviennent... Le groupe devient... Il y a un leadership de groupe, puis un leader qui assume. Et c'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. J'ai assumé. Mais il y a des choses que j'ai pu implanter parce que j'allais me battre, puis à ce niveau-là. Fait que c'est excessivement important d'avoir du leadership qui se fait et qu'une personne aussi ressource. Parce qu'on était le premier programme dans le monde en sciences fondamentales, pas en médecine, mais en sciences. Fait que moi, ça m'a permis, je l'admets, de voyager partout à travers le monde pour expliquer en sciences qu'on peut le faire. Et c'est logique de le faire. Alison? La vision première qu'on avait, puis elle a été un peu modifiée, c'était la période d'examen ou remise de travaux qui pouvait exister à cette période.
Dans notre première initiative, on pensait que tous les examens devraient se faire durant les 2 semaines de fin. C'est impossible, parce que les étudiants capotaient carrément en disant « je ne sais pas si j'ai bien étudié ». Fait que ce qu'on a vraiment, les 2 semaines sont réparties dans le temps maintenant, là, le graphique pourrait être mis à jour, pour donner des espaces. Mais on avait vraiment cette conception qu'on voulait faire des évaluations qui intégraient tout le semestre. Là, les étudiants capotaient, on disait « êtes-vous fous? Donnez-nous des évaluations qui touchent l'unité. » Et dans le fond, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les évaluations les rassuraient dans leur apprentissage. Parce qu'au départ, ils apprennent, puis ils te regardent, puis ils disent « ouais, mais je ne sais pas si j'ai bien appris. » Puis l'examen le confirme. Puis voyez-le comme ça, un examen confirme leur apprentissage ou leur savoir jusqu'à un certain point. Il reste quand même qu'un bon exemple par rapport à l'évaluation. C'est une personne de l'Université de Montréal qui écrivait ça. Vous embarquez dans un avion et le pilote est tout fier de vous dire qu'il vient de passer son test de pilotage à 85 %. Et là, il y a comme un doute dans ton esprit. C'est quoi le 15 % qu'il ne sait pas? Fait que, je veux dire, quand on pense à l'évaluation, qu'est-ce qu'un ingénieur forestier devrait le minimum savoir pour qu'il soit apte à œuvrer dans le milieu? On ne pose pas nos examens dans cette structure-là. On a une série d'informations. Mais pourtant, il y a peut-être une compétence qu'il n'a jamais touchée, puis il va arriver sur le terrain, puis ça devrait être essentiel qu'il le sache. Non, parce que, aussi bizarre ça peut se paraître, il y a des congrès d'APP à chaque année, puis on se rencontre des APPistes ensemble, puis on boit de la bière, puis on échange nos histoires de guerre. C'est tout pareil. Il n'y a pas un changement qui ne s'est pas fait avec les mêmes frustrations, les mêmes structures. Partout, peu importe. Parce que quand on parle de changement pédagogique, c'est la conduite du changement qu'on est en train de faire. Changer une organisation, la résistance est présente, peu importe ce qu'on est en train de faire. Les gens ne sont pas enclins facilement à changer. Est-ce que je ferais les choses autrement? Non, je pense que le cours de la vie ou la façon que ça a été fait, c'est bien. À vrai dire, même là, aujourd'hui, je me demande, j'en viens pas que ça a été fait. Je suis plus impressionné du fait qu'on a changé par rapport à toutes les conférences que j'ai données, toutes les rencontres, à voir des gens qui se brassent la tête en disant « oh non, nous autres, on ne fera pas ça, nous autres, on ne fera pas ça », de voir la résistance. Je pense que je suis impressionné. Il y a dû y avoir une chose qui s'est produite dans le ciel, puis les étoiles se sont alignées pour qu'on a devancé, on a changé. Pour moi, ça tient du ministère. Parce que, pour nous, le changement, contrairement à médecine à Sherbrooke s'est vu imposer le changement parce que le doyen à l'époque a dit « si on ne change pas, on ferme la faculté ». Donc, l'ordre du changement dans un grand nombre de situations pédagogiques ou autres vient du fait qu'on est dans une situation de catastrophe, qu'on est obligé de changer notre fusil d'épaule. Nous, le programme allait bien. On avait des étudiants, ça roulait. Il n'était pas nécessaire de faire le changement. On a eu un groupe de gens qui étaient intéressés à le faire, c'est peut-être déjà déterminant. Mais je ne changerai rien. J'ai eu un plaisir à le faire. Je ne suis pas amer du processus. Et c'était pour moi un plaisir dans toutes les années qui ont suivi. Ben, c'est pas vrai. Là, je suis un ardent défenseur. Il n'y a pas plus une science ou un domaine qu'on fait plus de l'APP. Il y a un programme à Manchester, en Angleterre, qui est en littérature. Littérature en APP, ça n'a pas d'allure. Là, comment ils font ça? Je pense que c'est dans la création du problème. Les problèmes sont montés d'une autre façon, les activités. Fait que science ou un autre, on est formé à devenir... Si je suis formé à devenir un scientifique, qu'est-ce que je veux développer chez le jeune? C'est la méthode scientifique. Alors, cette approche-là, elle est clé. Je viens de développer quelqu'un qui répond exactement aux normes de devenir un scientifique. Si je compare le descriptif par rapport à un médecin, à vrai dire, si je regardais la résolution de problème ou l'approche, le médecin, c'est un petit peu différent. Parce que soyez logique que si j'avais un médecin qui me disait « ben moi, mon hypothèse, c'est que vous avez ça. Là. On va attester, puis si ça ne marche pas, on en fera un autre. » Tu dirais « t'es-tu malade, toi? Donne-moi une résolution. » Le médecin va travailler dans une structure qui l'amène à solutionner une série de situations. Le scientifique l'amène à postuler des hypothèses qui peuvent arriver à comprendre ou à proposer une explication adéquate du phénomène. Pour répondre encore à votre question, est-ce que ça se fait en mix? L'idée de faire mix, c'est adéquat. Nous, au début, on avait excessivement peur parce que je vais être logique, il faut être logique.
En magistral, c'est bien moins de travail qu'en APP. Fait que là, l'étudiant va te regarder en disant, donne-moi donc des cours, je pourrais prendre la bière là, durant le temps du semestre, puis travailler un 60 heures, faire les examens à la fin, parce que l'APP, moi, ça m'écoeure. À 3 semaines, je suis obligé de lire, puis je suis obligé de lire, puis je suis obligé de lire. Puis surtout si l'examen fait les mêmes évaluations. Fait qu'il faut faire attention si je structure mixte. Il faut que je structure mixte parce que j'ai toujours une philosophie en arrière de la tête qui est de dire je fais de la pédagogie active. Et c'est à ça que je veux en venir, c'est qu'on n'applique pas une recette. Ce n'est pas une recette d'application qu'on fait, c'est une structure qui met en valeur une approche. Fait que oui, mix, mais il ne faudrait pas que dans le processus, les étudiants disent, bien, il n'y a pas de valeur d'être centré sur l'étudiant si vous évaluez de façon haute, puis c'est bien moins de travail. Là. Parce que les étudiants nous le disent. Hey, je vous dis que c'est de l'ouvrage, l'APP. C'est vrai, ils sont obligés de faire leur lecture à 3 semaines, ils n'ont pas le choix. Moi, j'ai rencontré un étudiant de Laval ici en bio, qu'on avait fait le test en APP, était aux études supérieures. La fille fait l'APP, puis elle dit, hey, il faudrait lire tout ça. Je dis, oui. Mais je dis, toi, quand tu as fait ton bac à Laval, j'ai dit, tu es allé à la bibliothèque. Elle dit, j'ai jamais été à la bibliothèque. Comment tu n'as jamais été? Elle dit, j'avais des polycopies. Elle dit, le prof nous demandait d'apprendre à partir de nos polycopies, puis ça s'arrête là. Elle dit, j'avais pas besoin d'aller lire des textbooks. C'était tout dans mes polycopies. Je n'ai pas besoin d'aller à la bibliothèque. Faites un sondage dans vos programmes. Combien de vos étudiants séjournent ou vont à la bibliothèque aller lire et faire des... Monsieur ou madame, avez-vous 100 polycopies? Avez-vous le PowerPoint? Ce que j'ai fait, j'ai mémorisé le PowerPoint. Puis de toute façon, les questions vont sortir du PowerPoint. Je suis méchant là, quand je dis ça, là, c'est brasser un peu. Là. Bien, c'est une évolution qui serait sensible, mais c'est que ce que les étudiants vont vous dire, oui, mais comme ça qu'ils ont du fun, eux autres, juste à la fin, pourquoi on ne peut pas avoir du fun au début? C'est ça qu'il faut doser. Je sais que l'ETS, par exemple, a fait un changement d'une introduction apprentissage par projet en première année. Première année, là, c'est tout par projet. Les étudiants en trip, ils ont des projets de groupe qui le quittent. Ils arrivent en deuxième année, ils tombent dans du magistral. Tu devrais voir la tête des étudiants, ils font comme « Hey, pourquoi vous faites ça? On avait du fun, nous autres, l'année passée. » Fait, je pense qu'il y a un côté ludique dans l'apprentissage. Je ne dis pas qu'il faut s'habiller en clown à chaque fois qu'on fait un cours, mais l'idée, c'est d'arriver à dire, as-tu du plaisir dans ton apprentissage? Et il y a des activités. Fait que, plutôt que de dire, je fais toute l'année en magistral, je ponctue des activités centrées sur l'étudiant et j'augmente, je vais en croissance dans le temps. Là, je viens de raisonner apprentissage d'un programme et là, j'ai structuré pas juste une année, une deuxième, une troisième. Il faut que tout le long du processus. Et de toute façon, les étudiants vont embarquer parce que leur confiance va augmenter dans le temps. Et ça, c'est important. Le magistral, ça les rassure. Le prof le dit, ça doit être bon. Au début, je parle. Ouais, au début. Dur ou pas dur, c'est difficile à répondre. La production était dans leur apprentissage. Je pense que les étudiants, le plus-value, ce qu'ils voyaient, c'est qu'en bout de ligne, ils savaient qu'ils étaient en train d'apprendre, puis ils se motivaient à l'examen ou la série. J'ai de la misère, je ne suis pas sûr, c'est pas clair, c'est pas évident. Je sais qu'à Louvain, ils nous ont essayé à faire des résumés. À chaque fois qu'il y avait des tutorats, faites un résumé. Les étudiants se sont découragés, c'est trop de travail. Fait que pour eux, ils montent leur cahier de notes. Ça fait un tout. Des outils de l'ordi ou des choses comme ça. Là. On emploie une plateforme, par exemple Moodle pour le dépôt de documents. Les étudiants, maintenant, à mesure qu'ils progressent, arrivent avec l'ordi, c'est-à-dire qu'il y a un script qu'on dit à l'intérieur du groupe. C'est tout pris en note, ils s'échangent sur courriel, il y a un échange. On ne l'a pas assez développé, mais ça pourrait être un volet qui est intéressant. Il y a du online PBL qui appelle, et c'est des échanges, des tutorats via des webcams qui se fait. C'est à explorer. Moi, je ne suis pas assez familier, mais il y a une avenue, là, c'est sûr. Là.
Ben, je pense qu'on y a été un petit peu plus à tâtons au début. Les balises étaient de dire j'ai telle notion. Ce qu'une personne doit faire, dans le fond, avant de construire son cours, c'est nous autres, on parlait d'un arbre de concept. Quelles sont les notions primaires que l'étudiant devrait savoir? Quelles sont les notions secondaires et tertiaires que l'étudiant sera en mesure de connaître? Alors, dans mes premiers concepts, comment je suis conscient des concepts primaires? À ce moment-là, je pourrais définir dans le temps une séquence de problèmes. On me donne 3 semaines, donc l'ensemble de ces concepts-là seront vus sur 3 semaines. Et là, je peux monter des scénarios qui incluent les concepts. Et là, je peux intégrer certains secondaires ou primaires dedans. Mais la chose avant tout, c'est pas de partir à écrire le PROSIT, c'est d'énumérer les concepts d'apprentissage que vous voulez que l'étudiant aille chercher, et notamment les concepts primaires. Parce que, pensez-y, si on fait un 45 heures de cours, on sait qu'il y a à peu près 15 % de l'information qui est retenue comme telle. Fait qu'il faut vraiment s'attarder à dire qu'est-ce que je dis dans le 45 heures qui va être la rétention comme concept d'apprentissage dans ces 45 heures-là. Et c'est impossible, ça ne couvre pas 45 heures. Et souvent, je dis aux gens, imaginez vos étudiants, c'est que vous, pour préparer 1 heure de cours, vous prenez 2 à 3 heures comme tel à faire une synthèse et vous êtes des gens d'expérience. Vous donnez à l'étudiant en 1 heure l'information que vous avez faite, la synthèse qui vous a pris 3 heures. Ils sont brillants, vos étudiants, parce que s'ils acquièrent ça en 1 heure, parce que vous, ça vous a pris 3 heures, c'est que ça veut dire qu'ils sont encore plus talentueux qu'on l'est dans leur apprentissage. Il faut faire cette réflexion-là que l'information qu'on donne, c'est une synthèse. Si nous, ça nous a pris du temps, puis là, je la donne, puis je viens de faire une cartographie de l'information, puis la voici. Apprends-la. C'est pour ça que ça prend du temps pour l'étudiant à arriver à défricher le terrain. Donc, on assume que plus on donne l'information, plus ils vont en apprendre. C'est pas vrai. La bouteille, là, à un moment donné, là, ça déborde. C'est bon?